sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, le podcast est une présentation de mon spectacle. Oui, je me lance en rodage tout le monde. Fait que si vous voulez me voir en spectacle, allez au jeralain.com, Jer 2 R, Alain 2 L. C'est mon troisième spectacle que je suis en train de roder. Je suis en train d'essayer des blagues. Je suis en train de tester du matériel. Puis ça se concrétise de plus en plus. Fait que si vous voulez me voir en spectacle, allez au jeralain.com. Et j'ai bien hâte de vous y voir. On a une date pour Montréal, Lévis, Longueuil, Québec et Terrebonne. Fait que allez-y, puis pour ceux qui aimeraient ça me voir, puis aimeraient ça que j'aille dans votre ville, ça se peut qu'on rajoute des dates ou ça se peut qu'on va juste lancer le spectacle puis en tourner avec le spectacle officiel. Je vais me promener tout partout. Tout partout, fait que stressez pas avec ça, ça va être fait. Et j'aimerais aussi prendre le temps de dire un gros merci à tous vos beaux mots d'encouragement pour le gala des Oliviers. C'était dimanche dernier. J'ai pas gagné, puis pour être honnête, ça faisait un peu mon affaire parce que j'étais calissement stressé. J'étais stressé en estime, pour vrai. Mais ça me tentait pas de monter sur le stage puis faire un speech de remerciement, là. Et Colin que non, mais en tout cas, juste vous dire que ça va très bien, je suis pas amer, je me suis pas défoncé dans l'alcool. Ben oui, je me suis défoncé dans l'alcool, mais par pur plaisir et pur bonheur, et non parce que je suis amer, ok? Fait que ça a été une esti de belle soirée, j'ai eu bien du fun, puis un énorme merci à tous vos beaux commentaires. Ça me fait énormément plaisir de tous vous avoir lus. Et félicitations à tous les autres nominés et à Thomas Levac et Stéphanie Van Lac pour leur prix. C'est super cool. Puis, c'est ça. Fait que cette semaine, qui conçoit une légende, pas besoin de présentation. Et c'est nul autre que Daniel Lemay, un grand de l'humour qui a beaucoup marqué le Québec. Fait qu'on a parlé de son personnage, donc le Georges, de ses personnages, entre autres. On a aussi parlé de ses pubs pour Listerine. On a aussi parlé de son nouveau spectacle qui est en train de se promener un peu tout partout avec. Ça a été vraiment un gros honneur de recevoir cette légende de l'humour, un grand de l'humour qui était à mon podcast, le What's Up Podcast. Et si vous voulez m'encourager, encore une fois, bien important tout le monde, allez vous abonner à mon Patreon. Ça se passe au patreon.com/whatsuppodcast. Et c'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres. C'est pas grand chose pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. En ce moment, il y a un podcast avec Claude Legault qui est déjà disponible. Il y en a 3 autres qui vont rentrer cette semaine, dont un avec Mike Ward. Fait que vous allez en avoir pour votre argent. Et ou sinon, c'est ça. J'aimerais dire un gros merci encore une fois à mon team WhatsApp de cette semaine. Alex Lavoie, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieu Vistec. Puis Steve Baudouin alias Mofo. Ou sinon, sur ce, gros merci tout le monde. Abonnez-vous, commentez, partagez. Moi, j'ai bien la misère avec les algorithmes ces temps-ci. Ça va de mieux en mieux parce que vous commentez, likez, partagez, puis ça m'aide énormément. Fait qu'un gros merci tout le monde. Si vous avez aimé le podcast, écrivez personnage dans les commentaires si vous avez écouté ça jusqu'au complet puis vous avez aimé ça. Fait qu'un gros merci tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et ciao! Bon, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content, très honoré de recevoir un grand de l'humour, Daniel Lemay. Merci beaucoup d'être là. Ah, écoute, t'es gentil. Ça me fait plaisir, vraiment. Là. Yes, hey, en plus, il revient du sud, juste pour moi. Comme qu'il me disait avant d'arriver. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. Justement, t'es en rodage pour ton spectacle, un nouveau spectacle, ouais. Mais qui va être la première médiatique et dans très pas long, je pense, dans même pas un mois. Non, c'était à l'automne. C'était à l'automne, la première? Ah, ouais. OK, excuse, bon, je me suis trompé. Non, mais pas. Puis, en ce moment, comment tu te sens en revenir sur scène
avec un nouveau spectacle. Puis c'est un spectacle solo, celle-là, je me trompe pas. Ouais. Puis en plus, ça, le dernier, ça remontait à là, 8 ans. Fait que... Ouais. Ben, j'ai fait le spectacle avec Pierre Verville, quand même, entre-temps. Ouais. Mais le spectacle solo, ça faisait un bout de temps, effectivement. Puis, comme on dit en japonais, j'étais rouillé un peu. Rusty, un petit peu, au début. Mais là, je commence à retrouver mes marques, mes repères. Puis, écoute, puis le public est vraiment très gentil. Ah ouais? Pourquoi? Non, mais ça marche bien, tu sais, les gens rient, puis écoute, ça se passe bien, mais on est en rodage, ça fait que à chaque show, on l'enregistre, on le réécoute, on retravaille des choses, fait que tu sais, je veux dire, la routine, quoi. Ah, OK, fait que tu continues de le travailler encore, même encore, là. Ouais. OK. Puis, c'est un jeu d'essai d'erreur. Hein, ouais, c'est ça. C'est quelque part. Il y a des choses, des fois, tu te dis, bon, ça va marcher, puis finalement, pas tant que ça. Des fois aussi, c'est que dans ton numéro, ton punch de fin est avant la fin. Tu sais, fait que c'est tout ce... C'est comme un gros casse-tête. Ben, c'est ça, exactement. Ouais, puis t'essaies tout le temps d'essayer de placer les affaires. Voilà. Pour que les pièces s'agencent. Puis, tu sais, après 40 ans de métier... Quand tu arrives avec un nouveau spectacle, je sais plus c'est le combienième, soit le 10e, 11e, 12e. Ouais, 11 ou 12. Ouais, c'est ça. En tout cas. C'est-tu dur de se réinventer, de trouver de quoi dire, tu sais? Ben, c'est surtout que les temps ont changé. Moi, ce que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que les gens lisent de moins en moins entre les lignes. T'sais. OK. C'est comme... Ils prennent au pied de la lettre beaucoup. Alors, quand tu fais de l'ironie ou du sarcasme, c'est pas mal plus difficile. T'sais. Ouais. Par contre, les gens qui viennent me voir sont quand même rompus à mon genre d'humour. Là, Ben oui, c'est ça. Puis, généralement, les gens qui viennent te voir en spectacle, ils ont un préjugé favorable. Ils ont pris la peine de se déplacer. Ben ouais. Puis t'as fait tes preuves là, avec toutes ces années-là. Mais ça, c'est... Comment je pourrais dire? Tu peux pas t'asseoir là-dessus, par exemple. Parce que les gens sont quand même assez exigeants aussi. Puis Dieu sait qu'il y en a des shows d'humour, mettons. Ouais. Fait que, l'éventail, le choix qu'ils ont est énorme. C'est comme... Enfin bref. Mais, écoute, ça fait partie de la game. C'est sûr que il y a ce qu'on appelle le côté woke, là, qui fait qu'il y a des sujets qui sont plus délicats et tout. Mais ça, moi, j'allais pas là-dedans tant que ça, de toute façon. Fait que, tu sais, bon, je sens pas que je suis obligé de me... De te censurer. Ouais, c'est pas vraiment ça. Des fois, un petit peu dans le sens que tu fais un gag, tu te dis, oups, c'est peut-être la faire un petit peu autrement, puis ça va mieux passer. Ouais. Mais ça a toujours été comme ça. Fait que c'est pas un si gros changement. OK. Ben c'est ça, dans le temps, est-ce que les sujets étaient aussi facilement controversants, tu sais, genre, est-ce que ça allait... Est-ce que... c'était un peu comme aujourd'hui, c'est juste que là, la différence, c'est que les réseaux sociaux, tu sais, parce que moi, c'est ça, je me demande. Ben, c'est ça qui fait la grosse différence, honnêtement, parce que tout le monde est devenu un éditorialiste. Alors, tu te fais... C'est pour ça que j'ai débarqué de Facebook à un moment donné aussi, parce que j'écrivais des posts de temps en temps, puis des gags sur l'actualité, tout ça, puis écoute, tu te fais rentrer dedans. Pas par tout le monde, ceci dit. Non. Puis, moi, je suis capable de vivre avec ça, mais à un moment donné, ça devient un peu gossant, pour le moins. Puis tu te dis, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Là? Moi, je fais ça pour le fun. Là, c'est pas... Ouais. C'était pas un site payant, là, quoi que ce soit. C'était juste des blagues. Puis à un moment donné, j'avais fait un gag sur Hitler, à un moment donné. Puis je m'étais fait répondre par des néo-nazis qui me traitaient de tout et non. Là, t'es là. Comment ça fait qu'il est mon ami, lui? Ouais, comment qu'il a fait pour voir mon statut? Non, mais tu sais, je veux dire... Enfin, bref. Mais écoute, je me réveille pas à nuit pour penser à ça, là, mais je me suis éloigné un peu de ça, tu sais, parce que, veux pas... Tu sais, il y a des journées où t'es plus vulnérable, tu sais, t'es moins dans le game, là, tu sais, puis tu lis des choses négatives demain, tu dis,
Fait que, tu sais, j'essaie de pas aller là trop. Avant, c'était quoi? C'était plus comme une mauvaise critique? Ou... Ouais, mais ça, une mauvaise critique, moi, toujours, tu sais, c'est jamais le fun, là, mais moi, j'avais une vision là-dessus, c'est que il y a juste le monde du milieu qui lit ça, tu sais. Tu sais, le monde ordinaire, là, tu sais, une mauvaise critique dans la presse, dans la page D12, là, tu sais, le monde ordinaire, là, il lisait pas ça, là, tu sais, c'était pas... Ou même s'il lit, il se laisse pas tant influencer par ça. Entre autres. Par contre, si tous les médias, autant journaux que radio, etc., disent que c'est pas bon, ben là... Ouais, c'est ça, il y a des chances à... Là, ça fait plus mal. Ouais. OK. Je me demandais comment tu as écrit ce spectacle-là. Tu l'as-tu écrit de la même façon qu'avant? Est-ce que tu l'as écrit genre d'une shot toute seule puis t'étais allé le roder ou t'as assez des petits morceaux ici et là? Ben, c'était un peu difficile à cause de la COVID, là, tu sais, évidemment. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, ça a changé la donne pas mal. Alors, écoute, j'ai commencé tranquillement. J'ai fait peut-être 7 ou 8 spectacles à l'automne. Puis c'est là que j'ai commencé à essayer des choses et tout. Mais je l'ai écrit, ça a pris 1 an peut-être, chose comme ça, pas à temps plein, là, tu sais, mais... Puis j'avais fait des capsules sur le web aussi, fait que j'ai pris des gags de ça, pas tous, là, parce que souvent c'était des gags de dialogue, et il y avait d'autres comédiens qui jouaient avec moi. Mais, écoute, c'est jamais pareil, surtout que, comme je disais tantôt, la COVID a vraiment changé la game, là, tu sais, c'est dans tous les sens du terme. Puis moi, à cette heure, tu sais, c'est pas une question que j'ai pas 80 ans, là, tu sais, mais aller roder dans des bars, moi, j'ai de la misère avec ça, là, tu sais, c'est pas ma tasse de thé tant que ça, là. Et, tu sais, comme le bordel, des choses comme ça, je suis allé une fois, correct, là, mais sans plus, là, tu sais. Ah, ok, t'as pas eu la piqûre? Pas vraiment, non. C'est pas, je sais pas, c'est parce que ça doit dépendre beaucoup d'une soirée à l'autre, hein, tu sais, qui c'est qui est dans la salle, qui c'est qui joue aussi, fait que, mais en tout cas, bref, je sais pas, je suis moins tenté par ça, disons. OK. Ben moi, j'ai déjà été jouer une couple de fois au bordel, là, tu sais, pas... Moi, quand c'était dans le temps de l'open mic, ça allait super bien. Mais quand j'allais ces soirées régulières, ça marchait jamais vraiment, mes enfants. Soit j'étais trop vulgaire ou t'es pas sûr si c'est un personnage, ce gars-là, ou il est de même dans la vie, tu sais. Puis, ben c'est correct, tu sais. J'ai rien que fait, bon, ben c'est pas pour... Ça va être moins pour moi, ça. Mais tu sais, il y a tellement d'humoristes, ça pogne là au bout, mais j'ai rien que fait, moi, fuck that. Pas pour moi. Ben, moi, ça avait été correct, mais sans plus, là, tu sais. OK. Puis j'étais très rouillé. Ça faisait 3 ans que je n'étais pas monté sur une scène. Quand je l'ai fait. Ça doit quand même venir te chercher, ça. Ben, tu sais, c'est sûr. Écoute, puis le monde est proche, là, tu sais. Puis ce que j'avais remarqué, c'est parce que moi, je fais souvent des personnages. Pas nécessairement toujours les personnages style Ronnie, mais des fois une attitude, tu sais. Comme à un moment donné, je faisais un numéro, je faisais un motard, tu sais, qui appelle, qui fait une fraude au téléphone. Et ce pattern-là, au bordel, ça marche pas. Tu sais, on dirait que, je sais pas, faut que tu sois toi-même en stand-up. Ouais. That's it, là, OK, le ce que j'ai compris. Ouais, le personnage, ça marchait. Non, ça, tu l'avais pas senti. Non. Fait que c'est pas trop bon pour moi. Justement, je me demande comment tu vois la place du personnage aujourd'hui. Tu trouves-tu que ça a encore sa place, tu sais? Est-ce que le monde en veut encore de ça? Oui, écoute, c'est parce qu'on peut pas tout faire la même chose. Tu sais, il faut qu'il y ait des genres d'humour différents, tu sais, il me semble. Ben oui. C'est parce que je parlais avec quelqu'un il y a quelques années, dans le milieu de l'humour, puis il me disait ça, les personnages, OK. Mais toi, t'aimes-tu ça, Saturday Night Live? Ah, beaucoup. Mais c'est pas mal des personnages, ça. Tu sais, c'est ça. Moi,
c'est drôle, c'est drôle. Tu sais, quelque part, qu'il y ait un personnage ou pas. Là, C'est ça, ça pogne. Ben, moi, ce qui me dérange un peu avec le côté stand-up, c'est que je trouve que c'est beaucoup copier ces Américains. Là, tu sais, parce que les Américains, ils font pas ça, les personnages. Dans la forme, tu veux dire? Oui. Tu sais, c'est vraiment avec un micro, puis là, tu fais des lignes une après l'autre. Parce qu'ils font beaucoup ça, eux autres, dans des clubs ou des comedy clubs, etc., etc. Les comédiens, les comiques qui ont vraiment un show à eux autres, qui font des tournées, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, c'est moins dans leur mœurs, je sais pas trop, en tout cas, peu importe. Alors que nous, on a un côté un peu plus théâtral des fois, tu sais, un peu plus latin. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça. Puis moi, je viens de cette école-là. Quand j'ai commencé, pardon, tu sais, t'avais Sol, t'avais Paul et Paul, t'avais les cyniques, etc. Tu sais, ils faisaient des personnages. Tu sais, fait que, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, quelque part. Puis si ça marchait pas, ben j'arrêterais, là. Ouais, c'est ça. Mais ça va. Tu t'acharnerais pas. Non, c'est ça. Tu sais, tu peux pas lui rentrer de force dans la gorge, hein, à un moment donné. Mais je trouve qu'il faut qu'il y en ait pour tous les gens, tu sais. Pas obligé d'être tout pareil, tu sais, c'est pas intéressant, il me semble. Parce que l'humour, c'est une vision de la vie, quelque part. Puis c'est ça qui est intéressant à développer. Alors que tu fasses des personnages ou pas, c'est pas vraiment important, ça. Ça, c'est la forme. Le fond est quand même plus important. Enfin, c'est un autre débat. Ouais. Puis justement, comment ça s'est passé, ce premier rodage-là pour ce spectacle-là? Ben écoute, up and down, tu sais, comme tous les rodages, tu sais, pas le premier show que je fais. Fait que des rodages, j'en ai fait beaucoup. Puis, moi, je trouve que c'est de la manière que tu réagis, tu sais, comment tu te revires de bord, tu sais, c'est ça qui est important, parce que tu peux pas arriver avec le show parfait, bang, en arrivant, bang, là, tu sais, c'est complètement utopique, mais comment tu réagis à ce qui s'est passé? OK, ce numéro-là, out, ce numéro-là, oups, faudrait changer à la fin, tu sais, c'est ça, et t'en arrives à un show qui a de l'allure à un moment donné, tu sais. Ça peut prendre 10, 15, 20 shows, dépendant des gens, etc. Mais ça fait partie du processus, tu sais. Honnêtement, c'est une souffrance. Ah, Seigneur, ouais. C'est sûr, tu sais, parce que tu fais des choses, puis tu sais que c'est pas tout à fait ça, là, tu sais. Mais en tout cas, on va le faire bien. Tu sais, on va voir. Mais les gens, maintenant, sont rompus, le public, je parle, est rompu au fait que c'est du rodage, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, faire du rodage, c'était vraiment pas évident. C'était pas dans les mœurs du public. Dans le sens, c'était plus difficile, là? Ben, c'est que les gens, ils s'attendaient au show. Ils cachaient pas nécessairement. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, t'expliquais que t'étais en rodage. Ben, va roder chez vous. Ouais, c'est ça. Rappelle-moi quand ça va être drôle. À peu près ça. Parce que des shows de rodage, à l'époque, moi, j'en faisais entre 6 et 8, là, tu sais. Maintenant, ils rodent pendant un an, là, tu sais, c'est complètement une autre affaire. Enfin, bref, c'est un autre débat, là, mais il fallait allumer vite, là, tu sais, c'était comme... il fallait que tu règles les problèmes rapidement. Bon, ouais, puis j'avais même entendu dans une entrevue, tu disais que il y avait des numéros que tu créais, les humoristes de votre génération créaient quasiment sur À Juste pour rire pour le gala. Oui. C'est ça, tu voulais le roder quasiment là pour la première fois. Oui, puis c'était, comme on dit, un one-shot deal. Ouais, c'est ça, ça marche les winners, ou sinon, t'as pas la entre les gens. Tu sais, le numéro que j'avais fait avec Jean Lapointe, à l'époque, le crooner avec Jean Lapointe qui arrivait pété. Alex Débile, c'est ça? C'est ça, on l'a fait une fois. T'sais. Ah ouais? Alors, heureusement, ça en est bien sorti, là, mais il en reste pas moins. C'était du casse-gueule pas mal, parce qu'il n'y avait pas de principe d'aller roder ailleurs avant. Là. C'est ça, tu pouvais pas faire ça. Il n'y avait pas vraiment de soirée ou de... Pas du tout. Pas du tout, puis le public n'était pas habitué à ça non plus. Ouais. Fait que... Puis c'était un numéro de production avec un piano, tout ça. Fait que tu peux pas roder ça au bordel, mettons. Là, ouais. Alors, parce que des fois,
si tu veux roder, il faut que tu rodes dans des conditions qui vont être un peu pareilles comme le show. C'est ça, favorable. C'est ça, tu sais. Enfin, mais écoute, c'est ça la game, c'était ça pour tout le monde. Hein, ouais. Mais comment vous faisiez pour roder? Est-ce que vous testiez genre sur des amis ou t'essayais des blagues? Ben, on répétait beaucoup. Ouais, c'est les machinistes qui vous disent si vous enlevez un gag ou non. Ben, tu sais, en même temps, comment je pourrais dire, tu sais, tu vas répéter devant quelques personnes, tout ça, mais c'est un critère, ça n'en est pas un, là, tu sais, parce que c'est du monde qui a déjà un préjugé favorable, puis etc., puis ils commenceront pas à dire « c'est bien plate », fait que c'est un critère, oui, puis non. C'est vraiment, écoute, il y a beaucoup de chance là-dedans, là, quelque part. Puis, dans le cas dont on parle, le numéro avec Jean Lapointe, c'était toute une bête de scène, là, tu sais, je veux dire... fait que déjà, faire le numéro ensemble, moi, j'étais boosté, là, tu sais, écoute, j'étais jeune à ce temps-là, écoute, ça fait 30 ans, là, de ça, minimum. Puis lui, écoute, il a toute une carrière, là, tu sais. Alors, de faire un numéro ensemble, tu peux être sûr qu'on l'avait travaillé, s'il vous plaît. Et Jean, il avait un peu de misère avec sa mémoire, tu sais. Quand il faisait des choses, lui, il collait des bouts de texte partout. Ah ouais? Mais là, pour ce numéro-là, je travaillais avec Jean-Pierre Plante, qui avait collaboré au texte. Puis Jean-Pierre, il le connaissait bien. Fait que, tu sais, ce qu'on faisait, c'est on allait le voir à tous les demi-heures. Puis là, je faisais de la misère à me rappeler du texte. On leur fait un autre coup. Ah ouais? Fait que, tu sais, on le savait sur le bout des doigts, là, tu sais. Parce que c'est ça le principe. Parce que si c'est ta mémoire qui travaille, au lieu de ta présence d'esprit, ben c'est pas évident. Alors que là, on est arrivé, puis écoute, ça a rentré comme une tonne de briques. Là, ouais. Puis toi, tu devais être honoré de pouvoir faire un number avec lui. Ben oui, certain. C'était-tu la première fois que vous travailliez ensemble? Ouais. C'était un number-là? Ouais. C'était pas mal la seule fois, d'ailleurs. Non, on en a fait un à Québec aussi, après ça. Mais tu sais, il y a eu Dodo... Dominique Michel, j'ai fait un numéro avec Michel Courtemanche aussi, on avait tellement ri. Parce que Michel Courtemanche, je l'ai vu dernièrement en entrevue, pis c'était toute une bête de scène. Ça. Écoute, moi je l'ai vu à Paris, en Europe. Écoute, c'était comme une vedette de rock, là. T'sais. Ah ouais? Écoute, le monde était debout, ses bancs. Il jouait dans des salles de 3-4 000 personnes. C'était le délire total. C'était vraiment un grand, grand talent. Il est encore, là, mais je parle, un moment donné, il est arrivé toutes sortes de choses dans la vie là, qui a fait que la carrière... il a pris une autre direction. Exactement, tu sais, mais c'était toute une bête de scène, enfin. Fait que c'est ça, fait que ton rodage, ça a bien été le premier, puis tu disais que t'étais un peu rouillé, embarqué, t'étais-tu bien stressé? Ben, pas mal, tu sais, c'est sûr, tu sais, parce que, évidemment... En rodage, tu sais, les textes TC, c'est correct, mais tu sais, mettons que... En plus du stress. Exactement, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je me demandais aussi comment les gens m'accueilleraient, tu sais, parce que quand même... tu sais, comme tu disais tantôt, tu fais ça depuis longtemps, tout ça, mais il n'y a rien d'acquis, hein, tu sais, tu sais, les gens, OK, il y a un préjugé favorable, généralement, mais faut que tu livres aussi, là, tu sais, quelque part, parce que ça peut... ça peut niver vers le bas. Ben, exactement, tu sais. Mais c'est sûr que j'étais extrêmement nerveux. Écoute, par contre, nerveux, mais pas nécessairement négativement, là, tu sais, nerveux dans le sens que tu as une fébrilité, tu sais, mais j'avais hâte, tu sais, j'étais content. Ouais. J'étais content d'être sur scène, puis... et dès les premiers rires, tu sais, tu sais, veux pas, là, bon, tu sais... tu commences à t'installer. Ben, pendant qu'il rit, t'as le temps de penser à ce qui s'en vient. Alors qu'en répète, tu répètes les textes, tu sais... très rapidement, parce qu'il n'y a pas de rire, tu sais. Donc, t'as une autre rythmique, évidemment, mais avec le monde qui rit, ça donne le respire, la respiration dans le show, tu sais. Fait que... Non, ça s'est passé pas pire. Il y a eu des shows de rodage pires que d'autres.
Mais écoute, ça fait partie du processus. Ouais. Puis en ce moment, ça va bien, t'es content? Oui, écoute, on continue à travailler dessus. Puis, tu sais, parce que moi, je me colle un peu à l'actualité, fait qu'évidemment, dépendant de ce qui se passe, tu sais, j'essaie d'en parler. Tu sais. Ouais. Par contre, ce qui se passe dans l'actualité, c'est pas toujours drôle. Là, tu sais. Ben non, Fait que c'est pas toujours évident de faire des gags là-dessus. Mais bon, c'est ça qu'est la job. Tu sais. Fait que, écoute, c'est un peu, moi, je pourrais dire, je suis connu un peu pour ça. Tu sais. Alors, ça fait partie de la game. Il faut suivre l'actualité, puis c'est parce que c'est toujours la question de trouver un angle. Parce que, tu sais, on demandait souvent ça dans le milieu de l'humour. Peux-tu rire de n'importe quoi? Oui, jusqu'à un certain point, mais ça dépend de l'angle. C'est ça. Mais bon, moi, il y a des sujets qui me font pas rire, là, mais ça dépend du monde. Écoute, tu peux pas dire non, tu parles pas de ça. On est pas en 1950. Là, ça. Alors, mais comme je disais, c'est l'angle. Comment t'abordes ça. Alors, c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Y a-tu des fois, mettons, je me demande, tu sais, parce que je pense que ce que j'ai compris dans les articles que j'ai lus, c'est que tu ramènes des personnages, tu sais, puis tu leur montres, tu sais, qu'ils sont rendus un peu genre dans leur vie ou... Puis, est-ce que tu les as ramenés parce que tu avais hâte de leur faire parler ou des fois, tu te sentais, ben là, si le monde vienne, sûrement qu'ils vont s'attendre à voir un tel, fait que je vais le ramener. Un mélange de tout ça, tu sais, quelque part. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est quand même une grande chance dans la vie d'avoir des personnages qui ont beaucoup de résonance dans le public. Tu sais. Ouais, ils sont aimés. C'est ça, je commencerai pas à me plaindre de ça. Là, non. À un moment donné. Par contre, c'est des renouvelés. Ça, c'est pas toujours évident. Là, ça, parce que j'en ai fait, s'il vous plaît, des numéros. Fait qu'à un moment donné, bon, qu'est-ce que tu ferais de plus? Comme tu vois, dans le show que je fais en ce moment, Oncle Georges, on a cherché un s'il vous plaît. Là. Puis à un moment donné, on l'a trouvé. Il est devenu influenceur. Fait que ça, parce que moi, ça, c'est quelque chose qui me fait halluciner. J'avoue que... T'es pas le seul. Ben, je trouve ça... Tu sais, j'écoutais Bill Maher l'autre jour, puis il parlait de Greta Thunberg. C'est la petite fille très écologiste, là. Puis il disait, tu sais, il y a des gens... Bill Maher disait, il y a des gens qui disent que c'est elle, la voix de la nouvelle génération. Il dit pas en tout. C'est Kim Kardashian. Kim Kardashian a des millions de followers. Greta Thunberg, elle en a peut-être 100 000, 150 000. Fait que tu vois... Puis il disait ça avec dépit, là, parce que c'est pas quelqu'un qui tripe sur Kim Kardashian. Mais pour moi, c'est un mystère, ça. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, tu sais. Rien, tu sais. C'est comme... Je trouve ça... Tu sais, on parlait de l'ère du vide il y a quelques années, mais là, t'es dedans pas à peu près. Fait que ça t'inspire? Ben, jusqu'à un certain point... ça me permet de faire un peu une petite satire de ça, mais en même temps, moi, j'ai pas le goût de rentrer dans Kim Kardashian. Comme on dit en japonais, I don't give a shit, là, parce que c'est pas quelqu'un qui m'intéresse, c'est pas, je trouve ça plus que vide, là, tant qu'à moi, là, tu sais. Mais tu peux pas faire comme si elle n'existait pas, tu sais, parce que pour bien des gens, c'est un modèle à suivre. Moi, ça me fascine, ça, j'avoue, là. Mais ça me fascine en tant que Daniel Lemay, pas nécessairement dans le show. Ouais, c'est ça. C'est deux choses. Puis, fait que tu t'es jamais senti emprisonné, mettons, d'un personnage? Pas vraiment, parce que si ça me tentait pas de le faire, je le ferais pas. Ben, c'est ça. C'est pas... Parce que c'est le fun à faire, tu sais, quand même. Tu sais, le Georges, tu sais, quand il arrive, le monde, tu sais, fait que, tu sais, ça te donne un élan, pareil. Tu sais, Ronnie, même chose, Fait que c'est un plus, là, c'est pas négatif, là, tu sais, au contraire. Puis c'est pas quelque chose qu'on m'oblige à faire, dans le sens... j'écris mes textes, mais je dis ce que j'ai à dire, là, tu sais. Fait que, non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment une contrainte. OK. Puis comment tu l'as trouvé, justement, Oncle Georges? J'ai lu, tu faisais la vaisselle, je pense, puis tu as voulu faire une parodie de Passe-Partout ou quoi de même?
Ben, écoute, a long time ago, là, c'est... fait que, 40 ans, je fais ça, ce personnage-là. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. C'est parce que ma blonde et moi, on avait eu un enfant, puis bon, on était un peu rompus aux émissions pour enfants, qui, des fois, me tombait un petit peu ses nerfs, là. Tu sais, comme dans Passe-Partout, il y avait toujours un petit côté moral, là, tu sais, à la fin, que je trouvais assez bonbon, merci. Fait que là... Puis, ce personnage-là, je le faisais déjà. Il s'appelait George Smith, puis il faisait des recettes de cuisine. Ah, OK. Puis, pour le show que j'étais en train de monter, je voulais le garder, ce personnage-là, puis je savais pas trop quoi y faire. Et c'est là que l'idée de faire un clown m'est venue. Parce que, tu sais, faire un personnage pour enfants, qui aime pas les enfants, c'était pas si nouveau que ça. Les cyniques avaient fait ça, etc. Mm-hmm. Mais ça a marché. D'ailleurs, c'était le 2e numéro de mon show. J'ai été obligé de le déplacer parce qu'après ça, le show... Non. il marchait tellement fort. OK. Et après ça, il est arrivé Krusty le clown qui m'ont copié, finalement. Non, mais je parle... Tu sais, c'est un pattern... Comment je pourrais dire? C'est parce qu'à l'époque, faire des choses pour enfants... c'était péjoratif. Tu sais, c'était les comédiens ou comédiennes qui faisaient ça, ils s'en vantaient pas trop. Ah, tu sais, c'était... Après ça, c'est devenu avec Sesame Street, et etc. Ça a apporté beaucoup de lettres de noblesse aux émissions pour enfants. Mais à l'époque... ouais, c'est ça. Ta carrière marche pas trop, là. C'est parce que tu fais des affaires. Il y avait un peu ça. Ouais. Puis quand j'étais jeune... il y avait une madame qui s'appelait Tante Lucille, qui faisait des contes pour enfants et tout. Puis elle avait une émission à la télé, mais il n'y avait pas de public. Et une fois, ils ont invité du public en studio, des enfants. Et écoute, c'était vraiment une marâtre, là. Écoute, tu sentais qu'elle aimait pas les enfants, là. Ah, c'était clair, là, tu sais. Fait que, c'est pas ça. Fait que c'est tout un ensemble de choses comme ça, tu sais, qui ont amené à ce numéro-là. Tout à fait. Il y a du cash à faire, là. Ouais, c'est ça. Mais jamais j'aurais pensé que ce personnage-là aurait une si grande résonance. Parce que, contre le Georges, dans le fond, il disait des choses tout haut que bien des gens pensaient tout bas, là, tu sais, parce que les enfants, on les adore, mais à un moment donné, des fois... non, t'en as plein le cul. Ben oui, puis c'est normal. C'est ça pour tout. Écoute, mais faire semblant que ça n'existe pas, en tout cas, pas vraiment une si bonne idée que ça. Enfin, mais c'est assez étonnant à quel point il y a eu une résonance. Puis, Oncle Georges, c'est un personnage... comment je pourrais dire, assez à droite, qui a pas d'habilité particulière. Fait que, tu sais, c'était un peu un raté, là, tu sais, qui s'est retrouvé à faire des shows pour enfants, tu sais. Fait que c'était un peu ça, la prémisse. C'est encore liste de tout. Vu qu'il était à la fin. Ben, tu sais, c'était assez ordinaire, là, tu sais. Puis, justement, quand la première fois t'as essayé ce personnage-là, vu que tu dis que tu t'en attendais pas, c'était dans quel contexte, puis comment ça s'est passé? C'était un show de rodage. Je jouais, je me rappelle plus trop où, à Montréal, à quelque part. Je pense que c'était un endroit qui s'appelait le Cargo, qui était au coin de Rachel et Saint-Denis. Et il y avait plein de shows, là, très, très in, là. Tu sais, il y avait Montréal Transport. C'était toute une époque, ça. Un petit peu avant les tu sais, ça bougeait beaucoup. Puis j'avais fait mon show, là. Je suis pas sûr que c'est ça, en tout cas, mais écoute, ça fait longtemps. Mm-hmm. Puis le numéro, comme je disais tantôt, c'était le 2e dans mon show. Puis écoute, ça avait tellement marché que le reste du show... ça a été moyen. Le piqué du nez un peu. Tu sais, le pacing d'un show, hein, ouais, c'est important. Mettons. Fait que si tu mets ton meilleur numéro un pas de temps, mais j'avais aucune idée que ça marcherait comme ça, tu sais. Fait que, le lendemain, on l'a ajusté, disons. OK. Puis t'étais rendu où dans ta carrière quand que ce personnage-là il a été créé? On avait fait les A. OK. Fait que c'était en 82. Un petit peu plus que ça. 83, 84, en tout cas. OK. Puis, parce que les A, c'était 2-3 ans, là. Tu sais, on a commencé au Club Soda, qui passait à Radio-Canada.
après ça, on a fait une grosse tournée. Alors, c'est entre le Club Soda et la tournée. Là, écoute, c'était un souvenir assez vague. Mais c'était après les AA parce que je faisais pas Oncle Georges dans ce temps-là. Okay. C'est-à-dire que je faisais la recette. Là. Il faisait une recette de sauce Chanel numéro 5. Béchanel numéro 5. Mettons que... Le jeu de mots. Oui, c'est ça. Mettons que... fait que... puis... Après les AA, ben là, j'ai monté un show solo, puis c'est là que j'avais créé Oncle Georges. OK. Puis, dans tes personnages, y en a-tu qui sont inspirés de ton entourage? T'sais? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est sûr que c'est un mélange de... Tu sais, comme Oncle Georges, quand j'étais jeune, j'avais un professeur qui parlait un peu comme ça, tu sais. Mais... côté caractère, pis tout ça n'a rien à voir contre le Georges. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses à droite et à gauche, là, tu sais, un amalgame, mais de dire que vraiment une personne, là, pas vraiment, là. Tu sais, comme Ronnie, écoute, on a tous connu un Ronnie, là, tu sais, avec le chapeau à cuir mou, là, tu sais. C'est ça, c'est ça, tu sais. Mais de parler d'une personne spécifiquement, pas vraiment, là, tu sais, Puis l'ex-fumeur? Ça, c'était très autobiographique, ça, parce que quand j'arrêtais de fumer, il m'a dit que c'était quelque chose. Puis c'est drôle, ce numéro-là, qui a marché quand même très, très bien. J'avais écrit ça, puis j'avais 2 comédiens avec moi dans cette tournée-là. Et on répète le numéro, puis j'étais avec Denis Bouchard qui faisait la mise en scène, puis là, ça marche pas, tu sais. Fait que là, on se dit, il y a quelque chose qui marche pas. Parce qu'il était juste mean, tu sais. C'est juste méchant. C'est ça, quelqu'un une mine, tu sais. Ouais. Fait que là, on s'est dit, ça marche pas. Puis là, il vient d'arrêter de fumer. OK. Et là, ça légitimait tout. Ouais, là, fait qu'au début, c'était juste quelqu'un de méchant. Ben, quelqu'un de mine, là, tu sais, un misanthrope, là, tu sais, il y a rien qui trouve grâce à ses yeux, là, tu sais, quelqu'un de... Puis, ça pouvait être drôle 40 secondes, là, mais 8 minutes, là, tu sais, commençait à être long un peu. Alors, le fait qu'il venait d'arrêter de fumer, là, ça justifiait tout, là, tu sais. Puis ça nous a permis de trouver plein d'autres jokes, puis... de le faire évoluer. C'est ça. Puis là, tu sais, je me demande comment t'as commencé ta carrière, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, c'est là 40 ans. T'as commencé... Comment ça s'est passé? Ben, écoute, c'était un drôle de parcours, parce que... Bon, on va commencer par le commencement. Au secondaire, à un moment donné, il y a un de mes professeurs, qui était le professeur d'histoire, mais c'était un gars qui avait frayé avec le théâtre un peu, qui arrivait de Montréal, puis il avait connu Michel Tremblay, puis tout ça, là. Parce que toi, tu habité à Drummondville. Drummondville. Ouais. Et il avait monté une pièce de théâtre amateur, et j'avais embarqué là-dedans. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Vraiment, là, tu sais, j'ai eu comme la piqûre. Mais ça s'est arrêté là. Parce que le théâtre m'attirait jusqu'à un certain point. C'est pas... Tu sais, je me voyais mal devenir comédien puis jouer dans un téléroman cheap. À l'eau de rose. Ben, ça m'intéressait pas. C'est pas... Enfin, bref. Et quelques années plus tard, après plein d'autres jobs qui ont rien à voir, on a acheté une ancienne école de village dans les cantons de l'Est et on a installé un petit théâtre dedans, dans la plus grande classe, où il y avait peut-être 100 personnes à peu près. C'est comme potentiel de public. Et on a fait quelques pièces de théâtre amateur. Et à un moment donné, j'ai écrit un show de variété, vraiment de sketch, là. Et ça a marché, là, mais là, vraiment beaucoup, pour ce que c'était, là, entendons-nous. Ouais. Et là, j'ai eu la piqûre solide, là. T'avais quel âge, genre 20 ans? Un petit peu plus, ouais, 20, 22, là, quelque chose de même. Après ça, j'étais avec 2 gars, on était un trio à l'époque, et eux autres, mais tu sais, on gagnait pas vraiment notre vie, là, c'était quand même assez difficile. Il y avait tout un réseau de petites salles de spectacle, mais à un moment donné, est arrivée la crise économique au début 80 qui fait que
plein de ces petits salons fermés, puis etc. Alors là, c'était très dur. Puis eux autres ont lâché, tu sais, parce qu'ils faisaient autre chose. L'un c'était un ébéniste, l'autre, je me rappelle plus trop. Et c'est là que j'ai pensé de faire un show solo, pas parce que ça me tentait, parce que j'avais pas le choix. C'était ça ou c'était rien. Ouais. Parce que c'était pas un rêve dans ma vie du tout. De faire c'était-tu la seule job que t'avais, c'était ce show-là, ou t'avais un petit job à côté? Non, j'avais choisi de faire ça comme métier. OK. Et c'est là que j'ai décidé de déménager à Montréal. Parce que je savais que si je voulais percer dans ce métier-là... C'est là que ça se passe. Ben, il fallait que j'arrive à Montréal, j'avais pas le choix. Et là, j'ai mangé mes bas, là, les 2 premières années, là, honnêtement, là, c'était... Je restais dans un appart, là, écoute, c'était... J'appelais ça un genre d'insectarium privé. Ah ouais? Écoute, phew. C'était pas c'est quoi, il y a des coquerelles? Ben, c'est parce que des coquerelles, t'as beau essayer de t'en débarrasser... Mais le gars qui reste en haut ou en bas, s'il fait pas le même job, ben... ben oui, ça fait que c'est le problème. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, j'avais 20... entre 19, 20, 21 ans, peu importe. Alors, j'étais capable d'en prendre, là, tu sais, dans le sens que... Tu te nourris de tes rêves. Non, mais... Ben, exactement. Mais... C'était quand même très, très difficile, puis j'étais toujours cassé, là, tu sais, évidemment, j'avais jamais une scène. Puis comment que tu avais ton argent? Tu faisais des petits shows ici? J'en faisais de temps en temps. Tu sais, j'avais de l'aide du gouvernement. Tu sais, il y avait des projets à l'époque, initiatives locales. Ils donnaient des subventions pour faire des projets, en tout cas. Et à un moment donné, je lis un article dans la presse, c'est pas Serge Thériault et Claude qui disaient qu'ils préparaient Léa, justement, mais pour dans quelques mois. Et là, en lisant ça, je dis, écoute, il faut le choix, là. Tu sais, je veux dire, c'est évident, tu sais, parce que moi, j'ai trouvé drôle, là, tu sais. Paul, à l'époque, écoute, on roule à la terre, là, c'était... En tout cas, peu importe. Et j'étais là la première soirée, justement. Puis ça a vraiment été un gros élément déclencheur, mettons. OK. Puis est-ce que tu avais fait un show ou t'avais regardé le spectacle? Non, j'étais dedans. C'est ça? Oui, je faisais un numéro dans le show. OK. T'sais. Puis comment ça avait été, ce numéro-là? C'était Yvon Travailler qui parlait du chômage. Là. OK. Ça avait été un killer, là, vraiment. Là. Alors, c'est la première fois que je sentais que je jouais devant du monde, c'était beaucoup du monde du milieu là, qui venait voir ça, et ça marchait. Alors ça, ça avait été comme... parce que moi, je viens d'une plus petite ville et tout ça, bon, ça peut marcher dans ton patelin, mais tu sais, à un moment donné... ça, si tu t'en vas ailleurs, puis t'essaies de percer. Exactement, tu sais. Fait que... Ça avait été vraiment un gros élément déclencheur. Puis ça avait été la même chose pour Pierreville, plusieurs autres. Là. Enfin, ouais, il y avait d'autres mondes cette soirée-là? Oui. Chaque soirée, il y avait 4 ou 5 artistes, à part Ding et Dong, qui écrivaient beaucoup de sketchs là, à tous les semaines. Là. Puis ils mettaient à barre haute parce qu'il était drôle, hein, s'il vous plaît. C'est ça. Il fallait livrer à marchandise. C'est ça. Mais moi, c'était comme des extraits de mon show solo. J'avais pas écrit ça dans la semaine, moi, là, tu sais. Alors, c'est là où c'était une chance pour moi. Pierre Verville, c'était la même affaire, là. Tu sais, on n'écrivait pas ça dans la semaine, nous autres, là, tu sais. C'était déjà des numéros rodés, là, tu sais. Ouais. Fait que le timing était parfait. Puis là, après ça, c'est quoi, c'est-tu là qu'il y en a qui ont commencé à s'intéresser à toi? Ouais. Ouais. C'est comment que ça s'est déroulé, ça? C'est que il y en a qui t'ont proposé un gala ou je sais pas trop comment ça marchait dans ce temps-là. Un gala... Un gala juste pour rire. Ah, OK. Ben, juste pour rire, c'est arrivé comme 2-3 ans après ça. OK. Ouais. Ça n'existait pas encore, non. le gala? Ah, OK. C'est arrivé comme 2-3 ans après ça. Et évidemment, juste pour rire, il essayait d'aller chercher n'importe qui faisait de l'humour, là, parce qu'il n'avait pas tant que ça dans ce temps-là. Là. Tu sais, on n'était pas beaucoup. RBO n'était pas là encore, même. Fait que, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de gens en humour, là, tu sais. Alors, de faire des galas, c'est pour ça qu'il faisait venir quand même pas mal de gens d'Europe, etc. Mais, tu sais, au Québec, il y avait Sol, il y avait Jean-Guy Moreau,
il y avait Pierre Verville, il y avait moi, il y avait Michel Barrette, en tout cas, j'en oublie évidemment, Dominique Michel, mais tu sais... Il en pleuvait pas. Ben non, c'est ça, tu sais, fait que... Tu sais, maintenant, écoute, il y en a un puis un autre, là, mais dans ce temps-là, c'était quand même pas mal plus limité. OK. Fait que c'est après ce show-là au AA que... C'est quoi, il y a du monde qui ont commencé à se déplacer pour te voir ton show complet ou... Ouais, ben tu sais, c'est parce que les AA, comme je disais, ça avait quand même une grande... Un prestige, hein? Ouais, ben, Une notoriété. c'était la nouvelle affaire. C'est OK. vraiment, là, tu sais, tout le monde... Écoute, le premier soir, Club Soda, je sais pas si t'es déjà allé, l'ancien Club Soda... Ah là, non, pas l'ancien, non. qui est devenu le Théâtre Fermont maintenant. Ah ouais. C'est une salle quand même pas très grande. Il y avait 800 personnes dans la salle qui, normalement, auraient dû en contenir 550, 600. Et il y en avait autant dehors qui n'ont jamais pu rentrer. Ah ouais. Écoute, c'était le délai total. Et c'était beaucoup les gens du milieu, les recherchistes, les producteurs, les journalistes, évidemment. Parce que Claude et Serge étaient déjà beaucoup connus, eux autres, là. Tu sais, c'était pas des méga stars, mais quand même. Puis tout le monde voulait voir, ça va être quoi, ça, tu sais? Personne n'avait jamais fait ça, là, tu sais. Alors, ça avait eu une résonance. Puis moi, ben, il y a des gens qui étaient là, dont Guy Latraverse, qui m'avait vu, puis là, il voulait me signer, puis, fait que, tu sais, écoute, ça avait, Ah, OK. ça avait explosé à partir de là. OK. Puis, je me demande aussi, ton premier gala Juste pour rire, comment que ça s'est passé? Parce que c'est dans cette époque-là où tu faisais un hit à Juste pour rire, puis tu venais une grande star, hein? Ouais, ben, le premier gala, participation ou animation, tu veux dire? Participation. Ouais. Moi, j'ai participé au premier, vraiment premier gala, Juste pour rire, mais c'était encore un peu boiteux, là, tu sais, c'était pas... Il faisait ça au Saint-Denis, il n'y a pas de décor, tu sais, c'était vraiment... OK. Mais je me rappellerai toujours, il y avait un gars qui passait en avant de moi, dans le show, Jean-Yves Bonneau. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est un imitateur hallucinant. Dans le sens que lui, il imitait des bruits. Tu sais, il imitait pas des personnes en tant que telles. Écoute, on a tourné avec lui, là, puis ça devenait fatigant, là, parce que, écoute, il imitait tout, là, tu sais. Ouais. On était au restaurant, il partait à Chainsaw. Et il y avait eu une ovation debout qui avait duré comme 10 minutes. Écoute, là, ça avait été... Et moi, je passais après. Ah non. Je faisais du chanteur-crooner. Fait que j'étais arrivé sur scène en disant « Ah, excusez-moi, je vous entendais applaudir, j'arrive en retard un peu. » Alors, j'avais fait comme si c'était pour moi. Oh, c'est ça. Fait que, oups, ça avait dédouané. Puis là, bon, ça avait marché après ça. Mais tu peux être sûr qu'en coulisses, ça computait, s'il vous plaît, parce que... Ouais. Comment je vais me sortir de ça? Mais je n'étais pas connu, moi, tu sais. Fait que j'avais rien à perdre, tu sais, quelque part. Mais t'avais tout à gagner, par exemple. Exactement, tu sais. Fait que, bon... Fait que ça m'était bien tiré. Mais après ça, les années subséquentes à Juste pour rire, là, ça a pris son ampleur. Là, OK. parce que c'est le contrat de télévision qui a tout changé. Parce qu'à l'époque, tu sais, la télévision, c'était TVA ou Radio-Canada. Tu sais, c'était pas trop compliqué. Là. Alors, quand tu faisais un numéro à la télé qui punchait pas mal, écoute, t'en entendais parlant, s'il vous plaît. Par contre, ton numéro était brûlé. Ouais. C'est ça. Il y avait du pot et du contre, là, tu sais. Parce qu'après ça, le monde pouvait compter les jokes avant toi, là, tu sais. Fait que... Mais ça faisait partie de la game, puis c'est pour ça qu'on essayait de créer des numéros inédits pour Juste pour rire, parce qu'après, ton numéro était brûlé, de toute façon, tu sais. Parce qu'en plus, ça passait en reprise, les gens pouvaient l'enregistrer puis le réécouter, en tout cas, peu importe. Fait que ça avait une autre résonance. À cette heure, c'est plus ça pendant tout. Là, d'ailleurs, je pense qu'ils en font même plus de galas francophones Juste pour rire. L'année prochaine. Ah, ouais? Ouais. Ça va arrêter? Ben, je suis pas trop au courant de leur problématique, mais je parle francophone. En anglais, par contre, c'est une autre affaire. Just for Laugh, ça, c'est gros, là, parce qu'ils ont un gros contrat de télé aux États-Unis, puis il y en a-tu des comiques américains, puis des stars, puis tout ça, fait que c'était une autre affaire. T'sais. Un autre game.
Fait que... OK. Puis je me demandais, est-ce que toi, t'avais participé à la soirée de Juste pour rire, le gala, où ça avait été un esti de flop? Tu sais, je pense qu'il fallait qu'il rembourse du monde ou... Un gala... C'est parce que à chaque année, tu avais 5 galas. OK. Ben, il y avait 4 galas québécois puis un français. C'est ça. Je pense que cette année-là, cette année-là, c'était le gala français. Un gars qui avait fait la mise en scène, qui était censé être la 8e merveille du monde. Et écoute, non, moi, il m'avait demandé de participer. Il m'avait dit, ce serait le fun que pendant qu'il y a quelque chose qui se passe à la scène, je me rappelle plus quoi, tu fais juste passer sa scène puis tu salues le monde, puis c'est tout. Non. Ouais. Pas une bonne idée. Tu sais, voyons, le monde va être déçu ou whatever. Tu le fais ou tu le fais pas. Là, c'est pas tu sais, à TV, ça va, mais pas live. Là, c'était vraiment une fausse bonne idée. Là. Fait que je m'étais... non, je pense pas. Je pense pas que je vais pouvoir. Et j'avais-tu bien fait? Ouais, je suis pas libre, cette date-là. T'as pas donné la date. Ouais, ben, il va être malade, là. Ça fait passer un gag. J'avais demandé, un gars qui rencontre une fille, puis le gars était un peu tata. Puis là, il dit à la fille, ce serait le fun, manger ensemble la semaine prochaine. Ah, j'ai pas faim. Non. Mais en tout cas, bref, de Hologne. Qui s'appelait. Okay. Marc de Hologne. Okay. Dont on n'a plus jamais entendu parler. C'est un Belge que le festival avait découvert qui était comme la 8e merveille du monde. Puis écoute. Mais, écoute, c'était un running gag parce que l'équipe technique qu'il y avait au Festival Juste pour rire, c'était vraiment là, une équipe d'étoiles. Là. C'était éclairagiste, sonorisateur, les gens sur scène et tout ça. Puis eux autres, ce gars-là, écoute, ils ont souffert pas à peu près. Ah non. Ben, c'est pas le fun. Tu travailles sur un flop, je veux dire, pas grand monde qui aime ça. Fait que, tu sais... Fait qu'on a entendu parler pas mal, mettons. C'est quoi? C'était comme le monde en tabarnak puis voulait se faire rembourser ou il ben, c'était mauvais. C'était hyper mauvais. Mais c'est que le monde criait chou. Ouais. Ben, aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de Français dans la salle. OK. Puis, tu sais, les Français, ils n'ont pas beaucoup comment je peux dire, ils sont beaucoup plus expansifs que nous, généralement. Hein? Puis quand ils n'aiment pas de quoi, me dire que... OK, ils ont moins de tact. Tu sais, les Québécois, avant qu'ils eut quelqu'un, j'ai pas vu ça souvent, moi, en tout cas. Quelqu'un se fait ruer sur scène au Québec, là. Alors que là, écoute, il avait goûté pas à peu près. Là, je sais qu'il y avait eu les Denis de relais à un moment donné. Je pense que... Pas cette fois-là, en tout cas. Non, pas cette fois-là, mais je parle dans l'histoire de Juste pour rire. Je sais qu'il y a déjà eu les Denis de relais, là. Qui s'était fait huer? Ouais. Ah oui, hein? Ouais, je sais que ça avait déjà arrivé. Ah bon? Mais je pense, de mémoire, c'est le seul que je pourrais te dire. Là, ben, c'est pas dans nos mœurs, ça, tu sais. Non. Huer, là, tu sais. Si on n'est pas content, bon, on va applaudir pas mal moins, là, mais de là à huer, là, tu sais. Chou! C'est ça. Quittez la scène! J'ai pas vu ça souvent, tu sais, c'est pas... Enfin... Mais ils se sont bien rattrapés par la suite, parce que une belle carrière, les Denis de relais, tu parlais. Ben oui, vraiment. Hey, en ce moment, là, ça pète en mort. Là, ça va super bien. Puis c'est ça. Fait qu'à cette époque-là, des galas Juste pour rire, tu sais, est-ce que... j'avais entendu dire le plus gros problème, c'était de respecter le temps demandé. Ben, pour certaines personnes... Ouais. Ben, tu sais... C'est parce que là-dedans, c'est toujours délicat, tu sais, parce que moi, j'ai animé quelques années. Pardon. Et, tu sais, on disait aux artistes, ben, écoute, tu sais, t'as 10 minutes, là, ou 12, mettons. Mais il y a des personnes, des fois, oups, le numéro, ça marche, ça, fait que là, ils en mettent. Mais là, c'est parce que les autres, ils attendent. C'est eux autres qui vont écoper. Il y a ça. Puis, des fois, on se ramassait avec des shows qui finissaient à minuit et demi, là, tu sais, c'est zéro. Moi, je suis déjà passé un numéro en création, là, avec Pierre Verville, on était passé à 1h moins 20 du matin.
Nous autres, même, ça nous tentait pas. Ouais, il doit y avoir plus grand monde dans ça. Non, c'était plein. Ah ouais. Mais c'est juste que le monde, ben là... Plus d'énergie. Ben, tu sais, trop, c'est comme pas assez, là. À un moment donné, tu sais, il faisait depuis 7h30 qu'il était là, tu sais. Fait que ça n'a aucun sens, tu sais. Ça a été corrigé après ça, là. Mais, c'est qu'à un moment donné, si tout le monde allonge, tu sais... Puis, quand on répétait le show, tu sais, il y a des numéros qui peuvent avoir l'air, bon, je dis n'importe quoi, ça va durer 8 minutes. Mais là, que les rires, puis les ovations, il en dure 12 puis 14, tu sais. Fait que c'était ça qui fait une dur. grosse différence. Ben oui. Fait que... Mais, écoute, on a vécu toutes sortes d'affaires-là. Écoute, je me rappelle, à l'époque, Charles Trenet était venu faire... il lançait un nouvel album, puis il était venu comme chanter une chanson. Puis Charles Trenet, que c'était tout un numéro, là, me dire que c'était quelque chose, là, mettons que c'était pas tout un caractère. Puis il est arrivé sur scène dans l'après-midi pour faire le test de son. Puis c'était Harvey Robitaille, qui était sonorisateur, qui était un excellent sonorisateur. C'était un des meilleurs au Québec. Puis Charles Trenet arrive sur scène, puis le micro est à peu près à 3 pieds de lui. Il fait 1, 2, 1, 2. Non, ça va pas, le son est pas bon. Mais là... Approche-toi. Ben oui. Puis là, il dit, je ne m'entends pas. Putain, compte-toi chanceux. Puis après le show, Charles Trenet, lui, il voulait repartir à l'hôtel tout de suite. Mais son auto était comme bloqué, quand il y a du monde, là. Et les techniciens, il y a 8 techniciens ou 10, peu importe, qui sont sortis dehors, qui ont pris une auto, ils l'ont levé, puis ils l'ont tassé à bras, là. Ah ouais. Pour que lui puisse passer avec sa voiture. Écoute, vas-y. Ok, il faisait sa diva un peu. Diva, tu dis. En tout cas, bref. Enfin, en même temps, tu sais, il chantait, lui, qu'est-ce qu'il faisait là? C'était pas... Écoute, désagréable, là, tu sais. Ah ouais. Par contre, parallèlement à ça, c'est un grand créateur, là, tu sais, écoute, j'entraînais la mer, puis etc., tu sais, quand même, là. Et un monsieur d'une culture incroyable, là, tu sais, mais restons-en là. C'est quand que tu t'es rendu... Gilbert Rozon, c'était son gérant. OK. C'est pour ça qu'il était là. C'est pour ça qu'il l'avait mis là. C'est quand que t'as compris que ça marchait tes affaires, tu sais, que, oh shit, là, ça pogne. Là. Ben, c'est pas mal au war. Okay. Honnêtement. Pas mal là que ça s'est passé. Parce que les AA, ça passait à la télé. À Radio-Canada, je pense que c'était le lundi à 11h20 le soir. Tu sais, Radio-Canada s'était dit, bon, on va lui donner ce cas horaire-là. Tu sais, de toute façon, on n'a rien. Et ça a été bénéfique pour nous parce que ça faisait un show qui était un peu dans la lignée des Letterman. Ou, des late night. C'est ça. Le monde aimait ça, écoutait la télé à cette heure-là. Un certain public. Le nôtre, justement. Alors que on avait 1,8 million de codes d'écoute le lundi à 11h30. Là, Radio-Canada, là, on tient quelque chose. Il y a de quoi à faire avec ça. Ben, tu sais. Puis là, tu commences à te faire reconnaître sa rue, puis tu sais, fait que, tu sais, écoute, quand on avait fait de la tournée avec Ding et Dong, les AA, on arrivait dans une ville, il y avait une banderole à l'entrée de la ville, bienvenue, Ding et Dong, mais que c'était comme les Beatles, là, tu sais, ça marchait. Puis nous, on n'en revenait pas, on n'avait pas connu ce genre de gloire-là. Quand on avait joué à Québec, on jouait au Palais Montcalm, qui était, avant qu'il soit rénové, donc c'était 1400 places à peu près. On jouait 4 soirs. Et ils ont mis les billets en vente un lundi matin à 8 heures. Et à partir de 6 heures, il y avait un line-up d'à peu près 1 kilomètre de monde pour aller acheter les billets. Fait que, tu sais, là, on s'est dit, oups, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, vraiment. Fait qu'on était un peu dépassé par les événements, honnêtement. Mais dans le côté positif, tu sais, parce que ça marchait, s'il vous plaît. Mais tout ça était généré par Ding et Dong, évidemment.
il y avait Norman Brathwaite là-dedans aussi, qui était une, une grosse star, Norman. Ça doit avoir des anecdotes, ça. Ouais. En tournée avec Ding et Dong puis Norman Brathwaite. Oui, mais tu sais, ça fait longtemps, là, tu sais, mais tu sais, on jouait à tous les soirs, là, tu sais, fait que... nous autres, on faisait un peu attention, là. Moi, je me tenais plus avec Pierre Verville, on était bien chum. Parce qu'on vient tous les deux d'une petite ville, tu sais. Puis, Drummondville puis Victoriaville, ça se ressemble un peu, là, tu sais. Alors que les autres, Serge, Claude, Normand, ils étaient dans le milieu depuis beaucoup plus longtemps que nous autres, là, tu sais. C'est autre chose, là, tu sais. Nous autres, on était un peu novices, là, tu sais. On arrivait... Alors... comment je pourrais dire, on se tenait à notre place, tu sais, c'était comme... puis on jouait le lendemain, puis tout ça, fait que tu sais, à un moment donné, quand même, on faisait un peu attention. T'as dû apprendre quand même d'eux autres, tu sais, en les regardant aller. C'est sûr, écoute, tu sais, Ding et Dong, écoute, c'était de toute beauté à voir aller. Par contre, la tournée, c'était une autre affaire, parce que c'était des numéros qu'on connaissait déjà, là, tu sais. Mais quand, au Club Soda, par exemple, là, écoute, des voir travailler, là, tu sais, puis c'était des sketchs qu'ils écrivaient dans la semaine, là, tu sais, puis c'était drôle, hein, s'il vous plaît, tu sais. Claude Meunier, c'était une machine à gag, là, tu sais, Et Serge, c'est un super comédien, qui amenait beaucoup de gags aussi, mais qui donnait toute la légitimité au duo, tu sais. Parce que Ding et Dong, c'est deux personnages, j'ose croire que personne n'a jamais rencontré du monde de même. Tu sais, c'est vraiment hyper fictif, là. Mais Claude, Serge, je te dis, c'est tellement un bon comédien qui donnait la légitimité au duo, là, tu sais. Fait que, écoute, c'était un team parfait, là, tu sais, c'était vraiment... Puis ils se connaissaient depuis longtemps, eux autres, là, tu sais, puis... écoute, c'était de toute beauté à voir aller, ça, c'est clair. Comment qu'il agissait, Serge? Est-ce que ça pouvait laisser présager que... Tu sais, parce que là, en ce moment, il est comme vraiment... Tu sais, dans son monde, puis il veut pas être dérangé, puis... Est-ce qu'il était déjà réservé à cette époque-là? Ou... Ben, pas dans le temps de la tournée, puis des AA au Club Soda. On avait beaucoup de plaisir ensemble. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé. Puis il était en forme, tu sais, ça allait bien. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui laissait présager ça. Tu sais. Par contre, il était déjà arrivé d'autres choses avant, dans le milieu du théâtre, que là, oups. Mais c'était peut-être juste des oui-dire aussi, tu sais, je sais pas, là, tu sais. Mais c'est clair qu'il n'y a rien qui laissait présager ce qui se passe là. Tu sais, ça. Par contre, les problèmes mentaux et tout ça, en vieillissant, c'est rare que ça s'améliore. C'est bien sûr. Puis, après ça, il est venu ton premier spectacle, tu sais, celui après post-soirée AA, j'imagine. Puis celle-là, ça a dû être ton premier grosse tournée que tu faisais? Pas encore. Non? C'est arrivé un petit peu après ça. Parce que j'ai fait une année de télévision, moi. J'animais une émission Casse-Tête. Ouais. Et ça m'avait fait connaître beaucoup, beaucoup. Ah, OK. Et c'est après ça, là, que vraiment, là, ce show-là, là, ça avait levé, là. Mais avant ça, c'était encore très, tu sais, c'était modeste, là. Tu sais, ça marchait, mais t'étais pas encore connu du grand public. C'est ça, exactement. OK. Puis ça, ce show télé-là, ça, Casse-Tête, c'était avec Michel Barrette puis Pierre Verville? Ouais, puis Gérard Delaflaque, puis la marionnette, là, Gérard Delaflaque avec Serge Chaplot. Tiens, puis ça, c'est ça, t'as dû aimer ça, faire ce show télé-là? Pas vraiment. Non? Ben, c'est-à-dire que, attendons-nous, là, je veux pas avoir l'air de cracher dans la soupe. mais moi, j'étais pas quelqu'un qui était capable de faire du fast-food, tu sais, dans le sens... Tu sais, on faisait 3 émissions par semaine. Il fallait écrire des sketchs. Écoute... la demande était grosse. Pédalait, là, tu sais, c'était effrayant. Puis évidemment, Radio-Canada, ils n'ont jamais de budget. TVA, à l'époque, tu sais, je sais pas maintenant, là, mais à l'époque, il n'y a jamais de budget, là, tu sais. Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'étais allé voir le patron, que je nommerai pas, là, mais... Puis j'avais dit, écoutez, on travaille comme des fous, là, tu sais, pouvez-vous engager au moins un writer?
Là, il dit, ben regarde, t'as juste à écrire plus vite. Ah ouais. Fait que OK. Fait que c'est... T'as compris que c'était un gros nom. Ben, c'est-à-dire que... oui, mais que c'est un gros nom. Fait que... on travaillait beaucoup, puis on savait que... les émissions, t'as préenregistré, évidemment. Fait que, tu sais, tu écris un sketch, tu le fais dans l'émission, puis là, tu le réécoutes après. Oh my God, j'aurais dû dire ça demain, j'aurais dû faire ça. Fait que c'était pas plaisant. Alors que, en spectacle, tu peux peaufiner. Ben oui, c'est ça, exact. C'est je te comprends. Alors ça, c'était pas ma tasse de thé. J'étais pas à l'aise là-dedans. Puis je l'ai plus jamais refait, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça a été quoi, une saison? Ouais. OK. Très longue saison. Ah ouais? Il y en a encore des souvenirs, ça le honte, aussi. Mais le public qu'il y avait là, c'est que c'était pas évident. Là, OK, c'était-tu enregistré devant public? Ouais. OK. Non, c'était pas facile. Mais en même temps, écoute, il fallait que je passe par là, puis c'était correct. Mais j'avais accepté ça un peu tête en l'air, parce que je connaissais pas ça. Mais, alors que... avoir connu ça, j'aurais négocié ça différemment, dans le sens, mais là, ça prend au moins 1 ou 2 writers. Puis, j'avais même pas négocié pour les vêtements. Fait qu'il fallait que j'achète des vêtements là, à taux de bras, parce que... Pour le décor. Moi, c'est une affaire qui me dérange pas. Mais les gens, là, ils te regardent des pieds à la tête. Ils t'écoutent même pas, là. Ah, il est encore habillé comme la semaine passée. Tu sais, j'avais plein de commentaires de ce genre-là. Alors, j'étais obligé de surveiller ça beaucoup, alors que moi, ça m'intéresse pas, généralement. Donc, il aurait fallu que j'aie une commandite d'une boutique quelconque qui m'habille, tu sais, puis... mais c'est un détail, ça a l'air d'un détail, mais c'est pas un détail, là, tu sais, quand t'as 3 shows par semaine, Ouais. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, tu sais. Mais j'ai appris beaucoup, ça m'a forcé à travailler beaucoup. Fait que c'est pas entièrement négatif, loin de là. C'est ça qui t'a amené d'être connu du grand public. Tout à fait. Puis de faire la première vraie tournée. C'est ça. Mais comme je disais, je veux pas cracher dans la soupe, là, tu sais. Mais ce qui a aidé beaucoup, c'est qu'après l'année de casse-tête, j'ai fait le Festival Juste pour rire. Et là, j'ai fait le premier gros numéro d'Oncle Georges. Écoute, ça avait marché, là, mais là, hallucinant, tu sais. Fait que ça avait aidé beaucoup aussi, là, pas juste l'émission, là, tu sais. Pardon. Fait que c'est un ensemble de concours de circonstances, mais tout est arrivé un peu en même temps, tu sais. Les AA, après ça, casse-tête, après ça, Juste pour rire, tu sais. Fait que, bon, heureusement, parce que des fois... Tu peux dire que les étoiles, les astres sont alignés, mais il faut que tu livres aussi. Tu sais, maintenant. Puis ça s'était bien passé. Puis j'étais en possession de mes moyens. Tu sais, ça allait bien. Tu sais, parce que en humour, dans n'importe quoi, mais peut-être en humour, c'est important aussi. C'est quand t'es pas connu, c'est difficile, hein, tu sais. Mais quand t'es connu, puis tu sens que les gens t'apprécient. Écoute, t'as un méchant talent, ça, tu sais, une méchante tape dans le dos, là, tu sais. Fait que ta confiance vient avec aussi, tu sais. Donc, je dis pas que t'es plus habité par le doute, mais c'est plutôt que ça te donne une certaine assurance, autrement dit. Puis dans l'humour, c'est assez important, parce que t'es pas là sûr de toi, tu sais. Ouais, tout est dans confiance. Ben, c'est ça, tu sais, en grande partie, en tout cas. Ça, est-ce que ça t'a déjà un peu monté à la tête, là, tu sais, d'avoir... C'est sûr. ouais, tu sais, d'être connu, puis de... C'est sûr. Oh shit, Oncle Georges, ça pogne, puis là, c'est sûr. T'es la grosse vedette, là, tu sais. Ouais. Oui, par contre, j'ai pas un entourage qui me portait à ça tellement, là, tu sais, je parle famille puis amis. Ils te gardaient sur terre. Mais les producteurs... Évidemment, ils font tout pour que ça arrive, parce que plus tu marches, plus c'est payant pour eux autres aussi. Tu sais, c'est une business, hein, quelque part, tu sais. Fait que si tu commences à dire, ouais, moi, je trouve que c'est un peu trop, là, hein? Parce que ça roulant, s'il vous plaît, là, tu sais, c'était... Mais c'est certain que... Puis moi, vu que je faisais du show solo, tout était centré autour de moi pour que je fasse un bon show.
Mais c'est pas ça, la vie. Quelque part. Fait que, à un moment donné, j'ai allumé, là, c'est clair. Mais dans ce temps-là, c'est bien évident, il y a pu y avoir des dérapes, il y a pu y avoir des gens qui m'ont pas trouvé trop sympathique. C'est ça. J'en doute pas une seconde. Mais, that's life, là. Ouais, c'est ça. OK. C'était pas voulu. Non, ouais. Puis quand tu veux dire que, tu sais, mettons que les gérants font tout pour ça, c'est que ça veut dire, genre, ils veulent te mettre à la télé, ils veulent te mettre... Ben, c'est parce que plus tu rapportes, plus c'est payant pour eux autres. Là. C'est pas compliqué. Là. C'est l'industrie du showbiz. Hein, c'est pas... c'est normal. Puis, pas juste le gérant, c'est toute l'équipe autour. Tu sais, puis ça en fait du monde. L'équipe technique, la personne qui vend ton spectacle, qui fait les relations de presse, etc. Là, Puis comment tu t'es rendu compte que t'étais rendu ça, tu sais? Je pense là, je suis too much, là. Il va falloir que je ramène mes 2 pieds sur terre. Ben, tu te le fais dire par le monde qui t'entoure, tu sais. Ouais? Tu sais, moi, ma blonde, elle vient pas du milieu du tout, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu te fais dire, ben, quelque chose... Prends ton trou. Oui, puis la tête tourne pas nécessairement autour de toi, là. OK. Fait que c'est ça. En même temps... Il y a des choses dans la vie qui te font allumer aussi, tu sais, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, là, tu sais, on a toutes des difficultés dans la vie, soit nous ou des gens qui nous entourent. Alors, il y a plein de choses dans la vie qui te font allumer, là, tu sais, Puis, la maturité aussi, évidemment. À un moment donné, t'apprends que c'est bien beau d'être connu, tout ça, mais bon, quand même... J'ai pas trouvé de remède pour le cancer, moi, là, tu sais, je fais juste des jokes, là, tu sais. Ouais. Fait que, calmons-nous, tu sais. OK. Mais, non, ça, j'ai réglé ça, quand même, je dirais pas jusqu'à dire tôt, là, mais j'ai passé une période, c'est certain que, écoute, on porte un peu à terre, là. Je me rappelle, j'avais fait un numéro au Bye Bye, contre le Georges, au Bye Bye qui était en direct. Contre le Georges, le petit chapon rouge, là, en tout cas, bref, en 1991. Et je lançais un nouveau show, un mois plus tard. Puis écoute, on avait vendu comme 50 000 billets en 2 jours, là, tu sais. Fait que là, écoute, tu sais... Ah ouais. Fait que... T'as le sentiment d'être intouchable. Ben, ça flyait haut, là, tu sais, c'est sûr que... Par contre... Tu sais, j'ai eu des mauvaises critiques et tout ça. Fait que ça aussi, ça aide à dégonfler la ballonne. Là, Ben ouais. Parce que souvent, tu sais, t'as une mauvaise critique, t'es pas content, mais en même temps, tu te dis, ouais, ils ont raison là-dessus. C'est ça, avec le recul ben un oui, peu. Là. Non, mais moi, je respecte ce métier-là, là, tu sais, je parle de critique, là. Puis, j'embarquerai jamais dans une polémique, tu sais, dans le sens... à un moment donné, j'avais eu une très mauvaise critique de... Nathalie Petrovski. Et mon gérant de l'époque me dit, on va y écrire une lettre ouverte. Je dis, non, regarde, on fera pas ça. Tu sais, regarde, on s'assied dessus, là, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours eu comme principe, c'est normal qu'il y ait du monde qui t'aime pas, là, tu fais de quoi de public, ça se peut qu'il y en a qui sont pas capables de te sentir. Fait que tu commenceras pas à partir à une guerre avec ça, c'est complètement absurde, là, tu sais. Fait que, c'était resté comme ça. Parce que j'imaginais t'écrire une lettre ouverte, écoute, là. Ça leur donne du jus. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Elle aurait passé la semaine là-dessus. Fait que, puis, souvent, ces critiques-là, comme je disais tantôt, le monde, ils lisent pas. Fait que toi, si t'en parles, ben, on va aller lire d'abord. C'est vrai. Ben, c'est vrai. Fait que, tu sais, finalement, t'atteins pas ton but pantoute, là, tu sais, c'est pas... Enfin, bref, écoute, des manières de voir différentes, mais... Je trouve que ça, c'est une affaire en humour, à un moment donné. Il y a eu des gens qui ont eu des critiques, qui ont répondu, puis assez élevés même. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a du voix rendu de mafia, les boys. C'est parce que c'est normal qu'il y ait du monde qui n'aime pas ce que tu fais. Tu sais, puis c'est pas fin du monde. Ouais, c'est pas... Tu sais, c'est comme ça, c'est à terre, hein. Il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas. Ça, je veux dire, il me semble que c'est assez basic, mais ça, je trouve ça drôle comme réaction, tu sais. Tu l'avais-tu recroisé, Nathalie Petrovski? Oui. Pas tant que ça, parce qu'on se connaît pas énormément, tu sais. Mais je savais qu'elle me piffait pas, tu sais. Fait que,
j'ai pas été trop surpris, là, tu sais, c'est pas... Puis, c'est pas grave, tu sais, j'ai pas... Comme je disais tantôt, ce qui était grave quand tu sortais un nouveau show, c'est si tu te faisais descendre Par tout le monde. C'est ça, là. Ça, c'est sûr que ça fait mal. Mais Nathalie Petrovski, d'autant plus qu'elle avait cette réputation-là aussi, tu sais, c'était pas facile. Fait que, tu sais... Enfin, pas plus grave que ça. Ben, c'est ça. Moi, des fois, en même temps, je me demande qu'est-ce que tu penses de ça, parce que, tu sais... vu que tu as 40 ans de métier, tu en as fait des shows, tu sais, t'es une référence. Puis, tu sais, il y a pas tant longtemps, il y avait la critique de Denise Bombardier, tu sais, qui descendait le nouveau show qu'il y a à Prime, Amazon Prime. Puis, elle t'avait cité, tu sais, en disant, tu sais, comme... tu sais, que maintenant, aujourd'hui, il y a de la grossièreté, tout ça, puis il dit, tu sais, c'est pas comme les Daniel Lemire, puis les Yvon Deschamps, les Lise Dion. Moi, je me demande... Qu'est-ce que tu penses de ça quand quelqu'un te cite de même pour, tu sais, descendre, je sais pas, de la grossièreté d'autres humoristes? Que moi, je trouve ça bon en passant. Moi-même, ça me fait rire, quelqu'un qui pète dans la face de l'autre. Mais tu sais, comme je disais tantôt, c'est très subjectif, l'humour. Ouais, c'est ça. Fait que ça... Mais tu sais, Denise a toujours été... comment je pourrais dire... elle a toujours aimé la controverse, tu sais. OK. Puis, de temps en temps, ça fait un bout que t'en as pas entendu parler, elle sort ça, tu sais. Fait que c'est correct, là, tu sais, c'est pas... Je veux dire... c'est comme un faux débat, tu sais, dans le sens que, regarde, t'as beau dire ce que tu veux, là, ils enlèveront pas ça de l'affiche parce que t'aimes pas ça. Là, ouais. Fait que finalement, t'as juste à pas l'écouter, puis c'est tout, tu sais, c'est pas... Fait que c'est des faux débats, ça, moi, je trouve. Mais, écoute, ils ont du temps à remplir, ils ont du temps d'antenne à remplir. Bon, ben, tu fais une petite controverse, là, tu viens de passer ton émission, tu sais. C'est ça aussi, là, tu sais, quelque part. Ils font ça pour les clics. Ben, tu sais. Fait que, faut prendre ça pour ce que c'est, parce qu'honnêtement, je pense pas qu'il y a grand monde qui a été très secoué par ça. C'est pas... qu'est-ce que tu veux? Mais comment tu te sens quand quelqu'un, genre, utilise ton nom pour faire comme... Ah, ça, c'est Ça pas... dépend pourquoi. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, dire, ah, ça, c'est pas comme dans le temps du Daniel Lemire ou du Yvon Deschamps ou du... Tu sais, des fois, t'es-tu comme... Ben, d'ailleurs, moi, je trouve ça drôle. Ou, tu sais, je trouve ça bon. Pourquoi tu me cites ta veille? Écoute, j'ai pas vraiment de... Tu vois, je l'avais même pas vu, ça. OK. Fait que... Ça te passe 10 pieds sur la tête. Ben, pas vraiment important, honnêtement. Là, c'est pas... Comme je disais tantôt, l'humour, il y a un côté très instinctif, l'humour, tu sais, dans le sens que... Tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'humour, des fois, bon, peut-être un peu plus songé, là, à certaines occasions, mais normalement, ou en tout cas, l'humour, tu ris pas, là. Faut pas que tu te poses la question. Ah oui, c'est drôle. Tu sais, c'est comme... Pis ça, écoute... tu l'as ben, pas. qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait pas rire? Tu sais, regarde. Mais ce qui est étonnant en humour, par exemple, ça, je l'ai déjà vécu, là, c'est que tu vas faire rire quelqu'un pendant une demi-heure, tu vas faire... ou un show, là, tu sais. Puis tu vas faire juste un gag à un moment donné que... Oups. Sur leur corde sensible. Là, c'est trop, ça. Ouais. c'est très drôle. T'as pas ça en musique, t'as pas ça, tu sais. Mais en humour, là, tu vas faire juste un gag qui va les rebuter, là, puis oh boy, tu sais, ils vont se rappeler juste de ce gag-là, quasiment, puis on rit tout le long. Tu sais, c'est assez particulier, tu sais. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça. Enfin, comme je disais tantôt, je me réveille pas à nuit pour penser à ça, mais il en reste pas moins que c'est délicat. C'est, parce que ça touche des fois à des cordes sensibles ou à l'ego aussi. Pourquoi tu ris de ça? J'aime ça. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons, là, tu sais, mais... Puis, ça m'arrive encore, puis ça va m'arriver tout le temps, tu sais. Fait que t'as beau... Je dirais pas censurer, pas le bon terme, mais peser tes mots, là, mais même à ça, tu sais, écoute... Ouais. Tu sais, il y a un gars que je fais dans le show que j'aime beaucoup, que j'ai enlevé, mais que je vais remettre, c'est parce que je parlais des anti-vaccins, puis tout ça, puis... parce que j'en avais rencontré une couple,
Et ça, c'est un choix, là, tu sais. Mais ce qui est étonnant, souvent, c'était des gens qui avaient aucune connaissance médicale, là, tu sais. Et là, t'avais l'impression qu'ils disaient, c'est qui t'as mieux croire, là? Des milliers de scientifiques qui ont consacré leur vie à la recherche ou moins. Ouais, c'est Tu sais, ça. il y avait un côté, quand même. Tu sais. En tout cas, bref. Fait que, Qui est très risible. Là. ben ça, des fois, ça fait rire jaune. Là, tu sais. Ouais. Ça, c'est bien évident. Mais c'est pas mauvais de rire jaune de temps en temps aussi. Tu sais, à un moment donné, moi, je suis toujours allé dans ce sens-là parce que moi, donner au monde ce qu'ils veulent, ça n'a jamais été vraiment ma tasse d'été, là, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de producteurs qui font ça depuis quelques années. Ils font des sondages avant les shows, puis ils disent, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans le show, tout ça. OK, genre des sujets... Ouais, moi, ça, je trouve ça assez... tu sais, parce que... Puis là, c'est quoi, t'écris alentour de ces sujets-là? Genre, ben, tu prends une suggestion un peu, tu sais. Ouais. Mais, en tout cas, c'est une manière de voir, tu sais. C'est juste que, là, on s'en va ailleurs, là, tu sais. Parce que j'entendais un humoriste à un moment donné qui disait, ah, ben, c'est normal de faire ça, parce que moi, tu sais, ce que je vends, c'est un produit. Ouais, il y a une différence entre un show et un toaster, quand même. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un produit, mais quand même. Ouais. Tu sais, c'est là, des fois, oups, ça dérape un petit peu, à mon sens, là. Ben, tu sais, moi, les spectacles que je fais, tu sais, toutes mes jokes, mon humour, c'est vraiment des choses que moi, j'ai envie de dire. Là, Ouais. j'ai envie, j'ai même besoin de les dire, tu sais, puis de faire rire avec ça, puis de réussir à, tu sais, à juste jongler sa ligne Ouais. un peu, là, tu sais. Ben, tu sais, c'est deux visions différentes. Tu sais, comme je disais tantôt, tu donnes... Il y en a qui ils donnent aux gens ce qu'ils veulent avoir. Mais moi, personnellement, un show, j'ai toujours vu ça comme... C'est toi qui amène le monde à quelque part. Ouais. Tu sais, il me semble... Tu sais, comme un peintre, comme un musicien, whatever, tu sais. Mais c'est à toi... comme on dit en japonais, à caler les shots, là, dans le sens que t'amènes les gens dans ton univers, tu sais. Ben ouais. Puis, il me semble, si tu fais un sondage, par le temps que le show il est écrit, c'est peut-être le sondage il est plus bon. Là. Aussi. Effectivement. Tu sais, en tout cas, c'est deux manières de voir. Ben, Puis, je me demandais aussi, tu sais, que c'est ça, quand ça fait 40 ans de métier que tu fais, puis t'entends du monde, des plus jeunes humoristes dire que t'es influencés, puis tu leur as donné le goût de faire de l'humour. Tu sais, ça, comment tu prends ça, cette belle tape dans le dos? Là, ben, c'est tu sais? très flatteur. Tu sais, écoute, je suis très content d'entendre ça. Puis, il y a beaucoup de bons jeunes humoristes. Tu sais, moi, c'est pas là le problème. Tu sais, c'est juste, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, alors, ça devient difficile de départager ça. Là, tu sais, mais c'est sûr que je trouve ça flatteur. Là. Écoute, remarque, je ne l'ai pas entendu si souvent que ça. Là. Ah, OK. Mais, ben, je sais pas, parce que moi, j'ai perdu ça de vue un peu, parce que l'humour, je me tiens un peu au courant, mais pas tant que ça, tu sais, parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, tu sais, ça devient dur à suivre, là. Tu sais, il en sort 2 par semaine. C'est comme... C'est quand même beaucoup, là. Enfin, bref. Puis, c'est plus ça qui me fait rire tant que ça, moi, tu sais, en tant que public, tu sais. C'est assez rare que je vais écouter des shows live, là, tu sais, que ce soit une captation ou t'en as sur Netflix aussi. Je sais pas. Ça fait que tu consommes pas vraiment d'humour? Oui, mais pas comme ça. Okay. Pas ce genre-là. Comme par exemple, sur Netflix, la semaine passée, j'ai écouté une série, Planet Conk. Écoute, c'est tellement bon, là. C'est une série britannique. Un faux documentaire qui est vraiment... Là, c'est tellement... c'est brillant. C'est vraiment Ricky Gervais, que j'adore aussi. Fait que, tu sais, j'en écoute beaucoup d'humour, là, tu sais, c'est pas là le problème. OK. Mais, quand c'est en show,
c'est drôle, j'ai l'impression de travailler, tu sais, quand j'écoute ça. Mm-hmm. Tu sais, t'analyses, ben, puis c'est t'as de la misère à décrocher. C'est pour ça que je vais très peu en voir en salle aussi. Parce que, évidemment, moi, souvent, le monde me reconnaît, puis là, il te regarde voir si tu ris. Tu sais, je sais pas, je trouve ça tannant un peu. Là, moi, j'étais allé voir Simon Gouache mardi, c'était sa première de son 3e one-man show. Il était écœurant. Là, c'est que je le trouvais bon. Puis, tu sais, des fois, il avait fait comme un gag, j'ai fait il prêtait ça, tu sais, à plat. Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'il avait dit? Puis je suis comme, Chris, je suis supposé l'écouter, le petit show, tabarnak. Ben, il y a un peu de ça, tu sais. Ouais. T'as de la misère décrocher un peu. Tu sais, on fait le même métier. Fait que c'est sûr qu'il faut être un peu au courant, là, mais jusqu'à un certain point, tu sais, d'aller voir tous les shows d'humour. Tu sais, à l'époque, c'était facile, il y en avait 5-6. À ce temps, il y en a 5-6 par semaine. Fait que c'était une autre histoire, là, tu sais. En tout cas, bref. Puis, comme tu disais, puis je disais moi aussi, t'as l'impression de travailler un peu. C'est comme... je me détends rarement, tu sais, en allant voir un show d'humour. Par contre, participe à des choses de temps en temps. Il y a eu des shows qui ont été faits pour le Centre Yvon Deschamps avec plusieurs humoristes. Tu sais, bon, là, c'est bien le fun. Puis, je vais en voir sur YouTube beaucoup aussi, tu sais, quand j'entends parler de quelqu'un et tout ça. Tu fais une petite recherche, voir c'est qui. Oui, puis, tu sais, il y a des bons numéros, des fois. Tu parlais de Simon Gouache, je l'ai vu, un numéro qu'il a fait, c'était bien, bien bon. Louis T aussi, que j'aime beaucoup. OK. Fait que, tu sais, écoute, il y en a... pas un puis un autre, là, tu sais. Fait que c'est pas que je consomme pas, mais je le consomme différemment. OK. Puis, je me demande aussi, est-ce qu'à un moment donné, ça a déjà arrivé dans ta carrière, tu t'es remis en question? Tu t'es dit... Non, c'est pas mon genre, ça. Non. Mais tu t'es remis en question, de dire, comment être pertinent ou suis-je encore pertinent? Est-ce que je suis dépassé? Tout à fait. Écoute, particulièrement là, les dernières années, là, c'est bien certain, tu sais, parce que tout va tellement vite maintenant, puis... Mais c'est le public qui a la réponse, tu sais, quelque part. Tu sais, comme quelqu'un qui me disait ça, un ami qui n'a rien à voir avec le milieu, il me disait, tu sais, tu penses-tu te prendre ta retraite? C'est pas un métier que tu prends ta retraite, là. Ouais, c'est pas... T'es pas obligé de la prendre. Ben, c'est-à-dire que c'est le monde qui décide que, bon, ben, là, on t'a assez vu. Je veux dire, le jour où je vais sentir ça, je m'acharnerai pas. Ça, c'est clair. Comme là, en ce moment, le show que je fais, c'est probablement mon dernier, là, tu sais. Bon, faut jamais dire ça, mais quelque part, tu sais, je me vois pas sur la scène à 75 ans, là, tu sais, à un moment donné... changer de costume, puis tout ça, puis il y a ça, puis c'est qu'il y en a tellement de shows maintenant, là, tu sais, c'est comme... Fait que... T'as de la misère à trouver ta place là-dedans, ou... Non, pas nécessairement, mais, tu sais, le marché... L'offre dépasse la demande et de très loin, tu sais, fait que c'est plus ce que c'était, tu sais, c'est bien clair. Et mon public vieillit aussi, c'est bien évident, tu sais. Alors, je sais pas ce qui va se passer dans les années suivantes, là, mais, tu sais, le faux documentaire, je te parlais tantôt, là, ça, c'est quelque chose que je ferais. Là, ça, OK. Fait peut-être d'une autre façon. Tu utiliser un autre format. Ben, tu vois, juste fallait t'expliquer un peu c'est quoi ce show-là. C'est que c'est une comédienne, une excellente comédienne qui joue souvent avec Ricky Gervais, d'ailleurs. Et elle fait souvent un personnage un peu nunuche, là, tu sais. Et là, c'est elle qui est l'animatrice de ce documentaire-là. Et elle interviewe des sommités, là, tu sais, scientifiques et tout, avec ses vérités à elle, puis elle les obstine. Ah, écoute, c'est drôle. Là, OK, fait qu'elle a pas le connerie. Ah non, écoute, c'est... Un moment donné, elle dit à un politicologue, What happened with the Soviet Union? Le gars dit, Soviet Union. No, I see Soviet Union. Elle obstine le gars. Moi, j'ai trouvé ça tellement génial. Et c'est un peu un rapport... à tous les crétins aux États-Unis là, qui embarquent dans tout ça de croyances, de
théorie de complot, etc., là, et qui rejette la science. En ce moment, il y a un gros rejet de la science. Il y a un gros rejet de l'élitisme. Bien s'exprimer à cette heure, c'est une affaire qui n'a aucune valeur. Alors que je m'excuse, mais ça permet de mieux préciser ta pensée. Mais oui. Voyons, c'est pas une question de parler la bouche en cul de poule la journée longue. C'est pas là la question, faut être capable de s'adresser à n'importe qui, c'est pas là la question. Mais de faire exprès pour mal s'exprimer, je comprends pas ça. Moi, ça, j'avoue. En tout cas, bref, et elle représente ça, ce courant de pensée-là. Tu sais, aux États-Unis, je sais pas si tu suis ça un peu, là, je te connais pas, mais de ce temps-là, t'as des Lauren Boebert, Marjorie Taylor Greene, des gens qui ont été élus, là. Et c'est des cons finis, là, mais tu sais, t'es là. Comment ça se fait qu'il y a du monde qui a voté pour ça, là, tu sais? Ils sont en pouvoir. Tu sais, Lauren Boebert, je fais une joke là-dessus dans mon show, parce que c'est des gens qui exploitent beaucoup le côté religieux, là, parce qu'aux États-Unis, c'est fort pas à peu près. Ouais. Puis ça commence à revenir. Ben, c'est leur clientèle, ça, tu sais. Eux autres, je ne sais pas s'ils sont tant que ça. En tout cas, peu importe. Et Lauren Boebert, elle faisait une allocution devant ses partisans, 700-800 personnes. Et c'est une élue du Colorado, en passant. Ouais. Et elle disait, parce qu'évidemment, elle est pro-armes, elle disait, si Jésus avait eu un gun, il l'aurait pas crucifié. Non, mais là, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit, ça n'a aucun bon sens. Il y en a un autre pro-pétrole qui disait, faut pas installer trop d'éoliennes parce que ça va ralentir le vent. C'était peurant, pareil. Écoute, comment veux-tu que le monde avance? Ça n'a pas de sens. Alors, ça va ralentir le vent. Ben, c'est même pas une joke. Là, le vent dépend des éoliennes. Fait que, tu sais, c'est là, ouais, OK. Ça a l'air d'une joke, mais ça n'est pas une. Moi, j'en reviens pas, tu sais. Parce que c'est drôle, parce qu'à un moment donné, je jasais avec, tu sais, l'auteur Michel Jean, qui a écrit une couple de romans très... qui ont marché très, très fort, là, des romans sur le Pepinou. Okay. Michel Jean, tu sais, lecteur de nouvelles aussi. En tout cas, peu importe. Ouais. Et on se connaît un petit peu, là, tu sais, puis je l'ai rencontré sur la rue, puis il y a à peu près un an et demi, puis je sais qu'il va beaucoup aux États-Unis, il y a toutes sortes de raisons. Je dis, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis qui a élu Trump? C'est ça, moi, je veux dire, on le sait depuis des années que c'est un confini, tu sais, que... Puis c'est ça qu'il me disait, il dit, parce que lui, il va souvent dans le Deep South, tu sais, les États profonds, là, c'est style Kentucky, Mississippi, Alabama, etc. Puis il dit, si tu savais à quel point les gens sont pas éduqués, c'est hallucinant, tu sais. Alors, dans plusieurs États, il y a quasiment un côté, j'ai rencontré quelqu'un qui lisait un livre, là, c'est louche. Ça en est, je caricature, mais c'est pas loin de ça, tu sais. Écoute, fait qu'il croit à toutes sortes de niaiseries. Écoute, il y a 6 mois, à Dallas, il y a 2-3 000 personnes qui se sont rassemblées. Ils attendaient le retour de John F. Kennedy Jr. Hey, il est mort, ça fait 23 ans. Puis là, vous attendez son retour. Oui, parce que il va revenir, puis il va être le vice-président de Trump, puis les prochaines élections. Hein? Non. Tu sais, je veux dire, ça commence à être assez pété. Là, on n'est pas loin d'une petite maladie mentale, là, honnêtement, parce que ça n'a aucun sens. Ça revient trop inculte. Écoute, puis Internet, d'ailleurs, les hackers russes ont contribué beaucoup à ça, ont répandu tellement de niaiseries qui ont de l'air vraies, tu sais, parce que, je l'ai lu, c'est vrai. Non, regarde, c'est pas parce que c'est écrit, tu sais, ça n'a rien à voir, là. Ben, rendu là, tu sais, ils peuvent trouver n'importe quoi qui va... Tout à fait. Ben,
juste un peu confirmer qu'est-ce qu'il pense, puis les comment ça, là, ça c'est vrai, je l'ai lu. Ben non, mais à cause voyons, comment on appelle ça? QAnon, pis tout ça. Exactement. Hey, ça, c'est pas 4chan. pétant. Pas pétant à peu près, là. Mais voyons, comment on appelle ça? Le mot m'échappe, là. Tu sais, quand tu vas sur un site, puis après ça, il y a plein de choses du même genre qui... Voyons, l'algorithme. Et voilà, exactement. Mm-hmm. Écoute, l'autre jour, j'écoutais... Il y a un show que j'aime beaucoup, mais The Daily Show. Puis c'est Sarah Silverman qui l'anime de ce temps-là. Ouais. Et il y a un gars qui est venu comme faire un reportage. Et ils ont fait une expérience il y a quelques mois. Ils ont inventé un compte Facebook de quelqu'un qui tripait sur Trump, là. Tu sais, mais basic, là. Et suite à ça, la quantité de sites qu'ils ont reçus, dont QAnon, justement. Fait que, tu sais, les algorithmes, là, c'est une plaie d'Égypte, ça. Parce que, évidemment, t'es entouré, ou t'es toujours entouré de monde qui pense la même affaire que toi. Ça, une chambre d'écho. C'est ça. Ça dit une chambre d'écho. Ben oui, mais là, wake up, là, tu sais, je veux dire... C'est ça. Tu sais, puis peux-tu penser qu'il y a du monde plus brillant que toi sur la Terre? Tu sais, à un moment donné, moi, le rejet de la science et le rejet des gens qui ont des connaissances, je la comprends pas, celle-là. Tu sais, c'est comme, tu sais, un peu d'humilité, là, tu sais, voyons donc, tu sais. Tu sais, il y a du monde plus brillant que toi, là, tu sais. Puis juste aussi comme... tu sais, remettre en question, c'est bon, là, tu sais. ben... Tu peux te remettre en question la science, parce que c'est pas mal ça de la science aussi, de tout le temps remettre en question. Mais aussi, il faut remettre en question des fois ses propres croyances, à savoir, bon, s'il y en a plein d'autres qui me disent que j'ai pas raison, mais pourquoi de bon qui disent que j'ai pas raison? Ouais. Puis, Mais tu sais, eux autres, c'est avoir que... un sens critique. Ils remettent pas la science en question, ils la rejettent. Ouais, tout c'est court, ça. pas pareil. C'est Parce que la science, elle se remet en question tout le temps, évidemment. Tu sais, les scientifiques sont pas tous d'accord tout le temps sur tous les sujets, là, voyons. Tu sais. Enfin, bref. Mais tu sais, comme... Puis, la pandémie nous a fait voir tellement de choses, tu sais, parce qu'il y a eu des gens, à un moment donné, qui arrivaient avec des vérités, tu sais, mais où t'as pris ça, tu sais, puis comment ça se fait que tu connais des choses en santé tout d'un coup, là, tu sais, je veux dire, tu sais, à un moment donné, c'est assez hallucinant, ça, j'avoue que... Et c'est là qu'on s'est rendu compte, on est entouré d'épais. Il y a quelque chose de... Voyons donc. Ce qui est étonnant de ces gens-là, ou des gens de ici, comme on avait le convoi de la liberté, ou les Radio X de ce monde, c'est qu'ils se permettent de vraiment là, vomir sur tout. Mais faut pas que tu dises une affaire gros de même sur eux autres, par contre. Tu sais, c'est là où, mais écoute, chose, ça va dans les deux sens. Là. Tu sais, tu critiques tout, puis toi, il faut pas dire un mot, mais c'est pas de même ça marche dans la vie. Trump, il est comme ça. Aussitôt que quelqu'un parle contre lui, il fait 14 tweets en ligne. Tu sais, c'est quand, voyons donc. Tu sais, comment c'est que t'as du temps à perdre avec ça, tu sais, moi, je sais pas, là. En tout cas, bref. Mais c'est assez hallucinant ce qui se passe depuis les 3 ans, là. Tu sais, ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, tu sais, écoute, aux États-Unis, j'en reviens pas encore. Ils ont carrément essayé de renverser le gouvernement. C'est pas rien, là, je veux dire, une chance, c'était une gang de tatas, parce qu'ils auraient pu réussir. En tout cas, bref, on tombe dans nos débats. Ouais, c'est ça. Si on en revient plus avec oui, ta c'est carrière. ça, on s'est rendu ailleurs, pas mal. Ouais, c'est ça, tu sais, je me demandais encore une fois, tu sais, avec toutes les shows que t'as faites, il y en a sûrement qui ont dû être épouvantables, là, tu sais, parce que moi, j'ai relu ton passage dans le livre de François Morancy, là, tu sais, où ce que je pense c'est les pires soirées ou dures soirées. Ouais. Puis là, il disait que, d'entre autres, tu sais, il y avait un show que tu avais fait à Val-d'Or où ce qu'il y en avait qui s'avaient battu ou... à Barraute. Ouais. Ouais. Il y en a qui ça s'avait battu. Ça fait très longtemps. Je t'ai pas connu, là. T'sais. OK. Je jouais dans un bar, puis je t'ai pas connu, fait que, tu sais, puis l'humour dans ce temps-là. Puis c'était la saison de la chasse. Puis tu sais, en Abitibi, la saison de la chasse. Ouais, c'est vraiment, c'est de la religion. Tu sais, le monde laisse le chainsaw au vestiaire, tu sais, je veux dire... Puis le premier soir, je pense qu'il y avait eu comme 12 personnes.
Puis le deuxième soir, c'était plein, mais pas à cause de moi. C'était plein tout court, parce que c'était le bar de la ville, ou la ville du village, peu importe. Et comme mon show est fini, la bagarre a pris dans la salle. Fait que là, écoute, je me rappelle, j'étais allé voir la propriétaire, parce que j'étais supposé jouer le lendemain aussi. J'étais allé à voir, écoutez, il faut que je parte à Montréal absolument, puis parce qu'il fallait se faire payer, là, parce qu'on n'avait pas une scène. Pas une scène, mais de l'essence pour s'en aller. Écoute, on pédalait. Puis là, je dis, faut que j'y aille. Ma blonde a eu un accident. 10 minutes après, c'était ma mère qui était malade. En tout cas, j'avais de la misère avec mes menteries. Ouais. Mais en même temps, je pense que ça faisait son affaire parce que le show, ça marchait pas. Ah, c'était épouvantable. Puis dans ce temps-là, écoute, faire du show dans des bars de même, là, écoute, c'était assez difficile, tu sais. Mettons, le monde n'était pas habitué à ça, pas en tout. Ouais, c'est ça, parce que... Puis t'avais la grosse musique, et tout à coup, bang, ça arrête, puis toi, t'arrives, puis tu parles. Écoute, je veux dire... ouais, même pas de présentation. Ou à peu près pas, mais tu sais... Fait que, tu sais, tu passes de ça au niveau sonore à ça, tu sais. Puis au niveau intérêt aussi, tu sais. Mais c'est là que j'avais appris mon métier jusqu'à un certain point, mais... Ah, tu l'apprends à la dure, là. Oui, c'était assez... Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était eux autres, c'était moi, là, tu sais, fait que... je m'imposais quand même pas mal sur scène, là, tu sais, dans le sens que... Est-ce que tu parlais au monde, genre, d'essayer d'avoir leur attention, ou tu commençais tes sketchs? Oui, ou... non, il pouvait y avoir des interventions, mais pas tant que ça, parce que je faisais pas de stand-up du tout à l'époque. C'était juste des personnages. OK. Fait que, il y a des personnages qui permettaient de répondre, là. D'autres non, tu sais, fait que, écoute, ça dépendait. Mais c'était vraiment... Comment je peux dire, j'essayais de gagner ma vie, puis c'était ça que j'avais comme contrat. Fait que, écoute, c'était pas mon choix, là. C'est ça, ou rien. Crevait de faim. Exactement. Fait que c'était pas évident. Ah ouais. Puis c'est ça, à Granby, il y a un set de lumière qui a tombé à un moment donné. Ben, c'était le vieux palace avant qu'il soit rénové. Et il y avait une rampe d'éclairage. Tu sais, à l'arrière-scène, t'as souvent ça, t'as un passage pour pouvoir aller d'un bord de la scène à l'autre, puis t'as le rideau devant, là, tu sais. Donc, t'as un espace à peu près grand, large comme la table ici. Et il y avait une rampe d'éclairage, c'est ça. Et il y avait une rampe d'éclairage au-dessus de ça, puis à décrocher, puis à tomber. Pendant que je faisais entre le Georges. Et là, sur le coup, mais j'ai aucune idée ce qui est arrivé, tu sais. Puis là, je regarde en arrière, puis les spots à terre, puis ils éclairaient comme s'il y avait une vanne qui s'en venait sur les hautes, là. Oh, ouais. Puis ce qui était drôle, c'est que le maire était dans la salle. Mettons qu'il l'a su. Ah ouais. Oh boy. Ben, cause quelqu'un qui a... Hey, une chance que personne n'ait été blessé. Ben, moi, sur le coup, c'est ça que j'ai vérifié, parce que je voulais pas qu'il y ait un technicien qui a reçu sur la tête, là, parce que là, c'est sûr qu'il était mort, là, tu sais, parce que ça pesait une tonne, là, ouais. Enfin. Non, ça, c'est pas mal une des pires, ça. Heureusement qu'il t'a rien arrivé. Hein. Il y a une autre fois aussi, je m'étais électrocuté sur scène. Oh boy. Ça, c'était quelque chose. Parce que je faisais un numéro avec Ronnie et j'avais comme un gros ampli, un faux ampli. Et il y avait du courant dedans parce qu'on avait mis une explosion, tu sais, pour la fin du show. Donc, il y avait du courant. Puis, je jouais de la guitare électrique. Alors, il y avait une poignée après l'ampli que je baissais, puis c'est ça qui faisait exploser. Et là, ce soir-là, comme je mets la main sur la poignée, puis j'avais la main sur mes cordes de guitare. Oh boy, un choc, là. Et là, vraiment, là... Et j'ai eu le réflexe de lâcher les cordes. Ouais. Et là, je suis parti de côté, sur le dos, comme ça, et j'ai fait à peu près 8 tours. Puis je suis tombé à peu près à 10 pieds du micro. Et là, vraiment assez ébranlé, là, tu sais, c'était comme... Puis ça finissait la première partie, ça. Et là, le monde a capoté, tu sais, il pensait que c'était dans le show, parce qu'honnêtement... Hey, c'est réaliste? Ben, c'était... Personne ne serait capable de refaire ça. Tu sais, rien d'avoir 50 000 volts dans le corps. Non, mais écoute, j'avais de l'air du cycle du soleil, là, tu sais. Enfin, bref. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que
à l'entracte, tu sais, j'arrive dans ma loge, puis écoute, je faisais de l'arythmie, puis tu sais, Seigneur. c'était tout un choc. Il y a un de mes techniciens qui arrive. « Hey, c'était écœurant, qu'est-ce que t'as rajouté dans le show? » Pas de face, je sais pas comment j'ai fait pour l'étrangler. Toi avec les cheveux dans les airs. Non, mais il pensait que c'était dans le show. Es-tu sérieux? Jesus. Non, ça c'était pas trop comique, par exemple. Ça, j'avoue que... C'est là que tu comprends que, tu sais, un choc comme ça, ça ne prend pas grand-chose, là, parce que, écoute, tu peux en mourir. Ah, tu pensais-tu y rester? Ben, il était temps que je lâche les cordes, là. Ouais. J'ai eu ça comme réflexe, parce que ça se passe tellement vite, hein. Puis t'es comme paralysé, là, tu sais, c'est comme... hey, ça fesse, hein, s'il vous plaît. J'avoue, j'ai rarement été en contact avec des chocs électriques, là, donc je peux pas comparer, mais ça, aïe, tu le recommanderais pas? Non, pas vraiment, pas vraiment. T'as laissé un mauvais review sur Google. Il y a des meilleures manières que ça d'avoir du plaisir. Puis aussi, il y avait l'anecdote que tu racontais dans ce livre-là, c'est justement que t'étais pour faire un spectacle de corporation pour, je pense que c'était, tu pensais que c'était pour les ingénieurs du Québec, puis là, ils parlaient pas la langue, ta langue à toi, là, la langue de français. C'était à cause, puis là, fallait que tu fasses un show en français à du monde qui parle que anglais. Puis là, ça pognait pas pantoute. Fait qu'il a fallu que le MC, tu sais, le... Ah, OK. Non, ça, c'est un tour qu'on m'avait joué. C'est ça. C'est ça, c'est pour mon 40e anniversaire de naissance. Tout un kit qui avait monté, puis il m'avait booké comme un faux show de corpo. Et c'était ça, c'était du monde qui parle des anglophones, tu sais. Fait que là, je compte une joke, rien qui arrive, tu sais. OK. Je raconte un autre, pas grand-chose. Il y a un gars de l'organisation, il monte sur la scène, il dit, regarde, c'est parce que c'est un public pas mal anglophone, je vais traduire tes jokes. OK. Là, je fais un gag, il rit pas. Lui, il traduit son couché à terre. Là, OK. Là, j'y avais dit, gars, je vais faire en anglais, tu sais, m'emmener. Ouais. Et tout de suite après, le rideau tombé, puis il y avait plein d'invités. C'était un party, finalement, tu sais. C'est ça. Mais il m'avait eu solide, là, tu sais. Toi, tu te demandais en esti. Ben, à quelque part, moi, j'ai toujours comme principe, sur une scène, tout peut arriver, tu sais. Fait que, ça dépend comment toi tu réagis avec ça, tu sais. C'est là que ça se passe. Alors, moi, je l'avais plus, comme je disais, tu sais, j'ai dit, ben, regarde, m'introduire, moi, tu sais, je parlais anglais quand même un peu, je suis capable de, tu sais, mais en même temps, c'était un peu en joke, là, tu sais, parce que ça avait pas de sens, tu sais, parce que je la comptais, rien, lui la comptait en anglais, le monde était couché à terre. Ça, finalement, c'était tout des figurants. Ben oui, c'est ça. Non, mais tu sais, il y en arrive des choses, tu parlais de Granby tantôt, je me rappellerai toujours, on avait fait la tournée des AA, on avait joué là. Et quand tu sortais de scène, à l'époque, bon, t'es sur scène, t'es assez élevé, et la scène coupait en coulisses, tu sais. Je sais pas comment ça se fait que c'était comme ça. Et je fais mon numéro au AA, et là, je sors de scène, et je tombe, pouf, de 3-4 pieds. Boum! Ah ouais. Écoute, parce qu'il fait toujours très noir en coulisses, surtout quand tu sors de scène, t'es aveuglé. Et là, je tombe, poum! Et là, je me rappellerai toujours, Claude Meunier était là. Daniel Lemay! Il me désannonçait. Ah ouais, moi, j'étais là. Déprésentais. C'est ça. Puis moi, j'essayais de grimper. Mais, avec une clavicule pétée. Non, je me suis pas fait mal. Je suis tombé vraiment... je suis bien tombé, tu sais, direct, là. C'est sur mes jambes, puis... Mais quand même, aïe, tu sais, c'est que ça avait pas de sens, que c'est ça, tu sais, c'était hyper dangereux. Enfin, bref. C'est toujours à Granby que ça arrivait. C'est drôle, ben. Enfin. Puis, moi, le câble, j'y retourne, c'est automne. Enfin. Puis, c'est ça, dernier sujet, après ça, je te laisse.
les pubs de Listerine pis tout ça, t'avais-tu aimé ça, faire ça, ce contrat-là? Ben, c'était pas pire parce qu'il nous laissait beaucoup de liberté au niveau de la création. Puis je travaillais avec un gars formidable, Robert Thibodeau, qui avait écrit beaucoup des commerciaux de Pepsi avec Claude Meunier. OK. Un gars très drôle, très sympathique. Puis, tu sais, Listerine, c'est un produit d'hygiène, tu sais. Fait que c'est pas pareil, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas comme un produit de consommation, tu sais, achetez-en puis buvez-en, tu sais, mané, tu passes pas une bouteille de Listerine par jour, là. Je veux dire. Fait que, tu sais, puis moi, il me connaissait pas, tu sais, c'était évidemment des Ontariens, des anglophones, fait que c'est l'agence à Montréal qui avait réussi à leur vendre ça, vu que mon personnage était connu, mais eux autres, fait que quand ils venaient au tournage, ils se tenaient au craft, puis Sans sacré, carrément, tu sais. Ah ouais. Par contre, le résultat avait été très, très bon pour eux autres. Fait que... Ah ouais, parce que ça a marqué, quand même, ces mais pubs-là. tout le monde était content, puis moi aussi, mais maintenant, on a arrêté, c'était assez, là, tu sais, c'était OK. comme... Tu trouvais que ça, c'était redondant, un peu? Ben, je veux dire, ça avait fait le job, là, tu sais, j'avais plus le goût de faire ça, là, tu sais, fait que... j'ai jamais été bien fort sur la pub, moi, personnellement, mais ça, c'est qu'à un moment donné, il faut gagner sa vie aussi, puis, à quelque part, tu sais, entre deux shows, là, à un moment donné, moi, j'avais pas de revenus, là, tu sais, puis j'avais 3 enfants, puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, il y avait un côté carrément... je pourrais dire, donc, alimentaire là-dedans, là, tu sais. Alors, c'était bon pour moi, le temps que je l'ai fait, mais c'était assez. Tu sais, fait que... C'est ça, c'est en a que mais ça je a regrette rien. Il y en a que ça a marqué parce que il me disait, à un moment donné, tu faisais une pub dans une grosse bouche. Je m'en... Ouais. Ouais, ça se peut, hein. Je l'ai fait beaucoup. Je me rappelle plus trop, honnêtement. Des fois, est-ce qu'il te proposait genre un concept, t'es comme... Non, non, c'est nous autres qui arrivaient avec les concepts. Ouais, c'est ça. Fait que, ça te dérangeait pas? Non, pas du tout. Puis comme je disais, le gars avec qui je travaillais était hyper sympathique, tu sais, puis on avait bien du fun, fait que tu sais, c'est pas... T'as-tu reçu des offres après pour d'autres pubs, puis t'es comme, mais non, je ferais jamais ça. C'est des offres gênantes ou... Ça fait longtemps. J'ai eu des offres. Je sais qu'à un moment donné, il y avait il y avait une banque qui était annoncée par Jean Lapointe, d'ailleurs, puis finalement, je pense que le contrat avait fini. Puis il m'avait approché. Mais ça, moi, ça m'intéressait pas, là. Annoncer une banque, là, je sais pas, là, j'étais pas à l'aise avec ça, là, t'sais. Comme je disais tantôt, Listerine, c'est parce que c'est un produit d'hygiène, tu sais, puis comment je pourrais dire, non, c'est pas mauvais pour la santé, c'est tu sais, je trouvais ça bon. T'es à l'aise avec ça. C'est correct. Ouais. Mais, non. Mais entre le genre, j'ai eu des offres de McDonald's, là, oh boy, tu sais, puis beurre de peanut. Ah ouais, fait que t'as dit non à des offres de McDo? Oui. Moi, McDo, moi, je suis pas un fan, tu sais, fait que... Moi, tout, j'aurais de la misère à le recommander. Ben, pour question d'annoncer ça, là, tu sais, tu sais, à un moment donné, faut pas non plus être... moi, je pourrais dire, jouer aux vierges offensées, là, mais... Une question d'être conséquent dans la vie aussi, tu sais, c'est que je trouve que c'est de la scrap, ça, fait que j'ai pas eu le goût d'annoncer ça, tu sais. Par contre, quand t'es comédien en tant que tel, c'est pas pareil, tu sais, parce que ça fait partie de ta job. C'est pas ton image qu'ils utilisent. Pas tant que ça, tu sais, exactement. Oui, c'est le corps, tout ça, mais c'est pas ton nom qui... Ouais, puis il faut gagner sa vie, comme je disais tantôt aussi, tu sais, à un moment donné... parce que quand tu refuses, t'es barré après. Tu sais, ça, ah ouais? Ben oui, tu refuses une pub. Tu sais, je me rappelle McDonald's, je pense que c'était 500 000 pour 30 secondes. Tu sais, écoute... de l'argent, s'il vous plaît. Ah là, ouais, puis toi, t'as dit non. Ouais, mais là, après ça, tu sais, écoute, tu tombes dans le bas de la liste, hein, s'il vous plaît. Là, tu sais. Puis c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais des annonces de bière aussi, il m'avait proposé ça à l'époque. Ça aussi, j'étais plus ou moins hot à annoncer de la bière. Fait que non, c'est pour ça Listerine, c'était parfait, tu sais. Mais un certain temps, là, à un moment donné, c'était correct. Là,
On a fait le tour de la question. Ouais. Ouais. Hey, Daniel Lemay, un gros merci pour Ah, vrai, ben, c'était un plaisir. d'être venu sur le podcast. On a fait quasiment 2 heures. On est rendu à lundi. Là. Y a-t-il de quoi que t'aimerais plugger? Tu sais, si le monde veut te voir en show, daniellemay.com ou... Ouais, c'est ça. Écoute, il y a la page Facebook du show. OK. Puis les dates un peu partout, mais regarde, tu sais, à cette heure, c'est tellement facile. Ouais, c'est ça. Qui Google sur Exactement. Google, puis ça va être correct. Exactement. OK, ben un énorme merci encore une Ben, fois. c'est un plaisir. C'est super apprécié. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom.